Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres pour le JDS, journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Adama Soro, qui a été reconduit comme président de la Chambre des mines à l'issue des travaux de la 10e Assemblée générale. Nous allons revenir sur cette Assemblée générale et les défis du secteur. Dans ce JDS, nous allons aussi nous intéresser à cette sensibilisation, utilisation responsable des réseaux sociaux. Le Conseil supérieur qui a sensibilisé les jeunes, une rencontre qui s'est tenue hier en partenariat avec le CGD. Nous l'aborderons tout à l'heure avec le président du CSC, Aziz Bamogo. Et enfin sport, comme il est de coutume dans ce JDS, journal dimanche au soir, la Fédération burkinabé de natation qui a tenu son championnat national hier samedi à Ouagadougou. 130 nageurs réunis, Souleymane Naparé et Iman Kouraogo ont dominé tout. On aura aussi la GSB avec Jérôme Tiendrebogo qui sera sur ce plateau. Et comme c'est la partie sport, j'aurai donc Claude Romba qui va me rejoindre. C'est donc l'essentiel pour ce qui est de ce JDS, journal dimanche au soir. Et nous allons commencer par la première des rubriques, c'est l'économie. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre, Adama Soro a été reconduit comme président de la Chambre des mines à l'issue des travaux de la 10e Assemblée générale. Adama Soro est à la tête d'une équipe de 25 personnes et la composition, c'est à la fois des acteurs du secteur et des représentants étatiques. Donc vendredi dernier, la nouvelle équipe était face à la presse pour faire le bilan d'abord du mandat, parlant de Adama Soro, son premier, et annoncer les chantiers pour ce nouveau mandat. Adama Soro annonce consolider plutôt les acquis et redynamiser le secteur. Michael Tougri pour le point. À l'issue des travaux de la 10e Assemblée générale de la Chambre des mines du Burkina, Adama Soro a été reconduit à la tête de l'institution. Pour ce nouveau mandat de 2 ans, le président de la Chambre et son équipe entendent relever les défis et consolider les acquis engrangés dans le secteur des mines, dont les activités ont été impactées par la crise sécuritaire, la double inflation due à la crise russo-ukrainienne et parfois la difficile collaboration entre les sociétés minières et les artisans miniers. Face à cette situation, le président Adama Soro a rassuré que le secteur minier burkinabé a été résilient. En 2022, le secteur minier a contribué pour 380 milliards de francs CFA au budget de l'État, créé 15 000 emplois directs et 35 000 emplois indirects. Le secteur minier, dans sa gouvernance, il y a 3 clés majeures. La première, on ne veut pas, c'est l'investissement. Sinon, nous, on allait se lever puis on allait faire. Mais c'est parce que c'est très capitalistique. Beaucoup d'argent qu'il faut mettre en amont. Donc il faut des conditions pour attirer des investisseurs. Parce qu'on n'a pas ces investissements nous. Donc il faut des conditions de compétitivité. Ça veut dire quoi? Il a des coûts maîtrisés et il arrive à dégager un bénéfice. S'il ne met pas son argent dedans. Et donc ces conditions de compétitivité-là, il y en a qui sont liées au texte. Il y en a qui sont liés au cadre juridique et il y en a qui sont liés aux facteurs de production. Notre capacité, le coût de l'énergie, le coût du travail et j'en passe. Et enfin, le troisième pilier de la gouvernance minière, c'est le partage du revenu. Évidemment, si vous faites de l'argent, on vous a attiré, on vous a donné de bonnes conditions de compétitivité, vous devez partager. Un mandat que le président réélu de la Chambre des mines du Burkina Faso place sous le signe de la reconquête, ce qui va contribuer à redonner au secteur minier sa capacité de jouer pleinement son rôle d'accélérateur de la croissance économique et de créateur d'emplois. Adama Soro veut aussi repositionner le Burkina Faso dans l'échiquier des pays miniers de la sous-région avec pour principal défi faire un plaidoyer auprès des autorités pour la reprise des activités des mines fermées au Burkina Faso. La reconquête de positionnement positif que notre pays a eu au cours de ces 15 dernières années, la reconquête aussi au niveau de la production purement minière. Donc, comment on fait pour ne plus avoir d'arrêt de mine? Comment on fait pour qu'ensemble on soit suffisamment dans le dialogue et dans l'anticipation pour éviter que les mines arrêtent? Parce qu'aujourd'hui, celles qui ont arrêté, personne ne parle peut-être du drame que les travailleurs de Perkoa, d'Inata ou de Tambao vivent. Donc c'est des familles et c'est des employés burkinabés qui ont perdu leur emploi. Donc il faut d'une manière ou d'une autre qu'on puisse revenir à la reconquête de ces emplois
à la reconquête de cette production et à la reconquête de notre positionnement. Il faut noter que le Burkina Faso a maintenu sa production d'or et de zinc en hausse jusqu'en 2022. Du fait de l'insécurité, la production a connu une baisse de 13% pour l'or et 71,8% pour le zinc, conséquence de la fermeture de la mine de zinc de Perquois. Le CCEB, cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation, a tenu le 7 juillet dernier un atelier en vue de réfléchir afin de contribuer à inscrire un nouveau module, l'éducation sociale et financière dans les curricula éducatifs burkinabés. L'idée étant de permettre d'agir sur le changement de comportement pour réveiller en la jeunesse donc l'esprit de la compétitivité et de bâtir leur personnalité afin de contribuer au développement du pays. Comment tout cela? Dans un reportage de Alexis Belemnaba, avant de rester sur la problématique et échanger tout à l'heure. Donc on va avec le reportage. L'éducation sociale et financière, un nouveau module à inscrire dans le curricula éducatif burkinabé. C'est sur ce point que les acteurs du CCEB, cadre de concertation des organisations non gouvernementales et associations actives en éducation de base, réfléchissent. Une directive des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'idée pour ces acteurs de l'éducation est de réfléchir afin de contribuer à travers l'élaboration des guides pour les enseignants et des manuels pour les apprenants afin de faciliter la mise en œuvre de ce nouveau projet. Quand on parle le volet social, c'est comment se connaître d'abord soi-même, connaître sa société, son environnement. Ça, c'est le volet social. Et le volet financier, c'est comment épargner, comment budgétiser, comment planifier et comment entreprendre en termes d'entreprise sociale, entreprise financière. Parce que vous constatez que nos enfants, jusqu'au CM2, jusqu'à l'université, ne savent pas qu'on appelle faire quelque chose de concret. Or qu'avec cette approche, déjà au niveau du préscolaire, on peut apprendre aux enfants à ne pas gaspiller. L'élaboration de ce projet a connu un succès grâce à l'appui de Aflatoun à travers des formations. Pour Félix Yao, maître formateur, toutes les thématiques développées sont stratifiées en fonction des niveaux de connaissances afin d'agir sur le changement de comportement pour réveiller en la jeunesse l'esprit de la combativité. C'est que quand quelqu'un sait gérer, on va dire le peu qu'il gagne, il n'est pas tenté par exemple à tendre la main et donc aller à la corruption. De toutes les attitudes, parce que n'oubliez pas que notre objectif majeur, c'est de pouvoir agir sur le changement de comportement. Voilà, c'est ça, surtout changer le comportement, la mentalité des jeunes. Il faut créer en eux un esprit de bancrasher, c'est-à-dire de battant, de gagnant. Les premiers acteurs du département de l'éducation nationale saluent cette initiative du CCEB qui promet un impact positif, notamment l'entrepreneuriat jeune, mais aussi de permettre à cette jeunesse de bâtir sa personnalité. Cela va permettre donc aux nos élèves d'avoir des compétences, des attitudes, des connaissances pour changer les manières donc, de voir par rapport à leur bien-être social, par rapport à l'investissement, par rapport donc aux revenus qu'ils auront plus tard, à la gestion financière. Ils étaient une cinquantaine d'acteurs de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle burkinabé à prendre part à cet atelier. Après l'élaboration du contenu de ce projet, il sera transmis à la direction qualité du ministère de l'Éducation nationale pour appréciation. Retour sur ce plateau, nous le disions, on va rester dans la même thématique, comprendre un peu mieux la dynamique qui est voulue et comment on veut qu'elle soit aussi enclenchée. C'est avec Madame Adé Rayessi Zouri, elle est chargée de projet CCEBBF. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous. Merci. Et je suis rejoint aussi par David Nana pour la partie entretien, notamment sur cette question-là. Bonsoir David. Bonsoir Geoffroy, bonsoir aux téléspectateurs de Truy TV. D'accord. Dans le détail, on a vu le reportage, c'est vrai, tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous voulez voir ajouter dans les curricula de façon concrète? C'est vrai qu'on parle d'éducation financière, mais qu'est-ce que vous mettez dedans? Très bien. Donc, l'éducation financière, pour être plus bref, c'est un processus en fait qui vise à donner à l'individu
des connaissances, des compétences, des attitudes pour mieux gérer ses ressources et faire des choix avisés. D'accord. David, allez-y. Peut-être que c'est toujours dans la même lancée, dans la pédagogie. J'imagine que si on est en train de faire un plaidoyer pour l'instaurer dans le programme d'enseignement, c'est d'abord parti de façon générale dans notre pays. Quel est l'état des lieux en ce qui concerne l'éducation financière de nos populations? Très bien. Donc, en fait, en ce qui concerne l'état des lieux sur l'éducation financière au Burkina Faso, je vais me référer à l'étude faite par la BCAO, parce que la BCAO ici a en tout cas initié un programme qui veut que dans la sous-région de UEMOA, il y ait cette stratégie régionale pour une éducation financière des populations. Donc, pour réussir cette stratégie, il a initié une étude des lieux, des pays qui vont vraiment faire l'éducation financière de leur population pour pouvoir mieux réussir sa stratégie et voir comment maintenant enclencher cette éducation financière au sein des populations. Donc cette étude a révélé qu'au Burkina Faso, des cibles enquêtées, il y a seulement 1% des cibles là qui affirment avoir suivi des formations en éducation financière. C'est vrai que la cible concerne seulement la ville de Ouagadougou et de Koudougou, mais à voir les pourcentages que cela révèle, nous pouvons dire que l'éducation financière de la population burkinabé est vraiment à revoir. Vous dites à revoir, c'est pour ça que dans Promesse FP, vous plaidez donc pour qu'il y ait cette éducation dans les programmes d'enseignement. Mais la question, même quand on écoute depuis le début, c'est concrètement qu'est-ce que ça pourrait apporter, notamment aux bénéficiaires de ces programmes-là. Très bien. Vous savez que dans toute société, dans tout pays, l'éducation, en tout cas, vise à donner un certain nombre de compétences à ses citoyens. Donc, si nous prenons au Burkina Faso ici, nous allons voir que nous visons à vraiment produire des citoyens compétents, travailleurs, intègres. Donc, l'éducation financière qui vient ajouter des compétences en matière de gestion des ressources, des compétences en matière de culture entrepreneuriale va encore renforcer ce programme déjà au niveau national qui, c'est vrai que ça donne d'autres compétences aux enfants, mais les compétences que nous allons leur donner à travers l'éducation financière, la bonne gestion des ressources, ça va être un complément à ce qui est déjà fait avec nos anciens programmes pour sortir enfin un Burkinabé dont les capacités sociales et financières vont faire de lui un individu vraiment capable de s'insérer dans la société, d'être productif et émerger et donner une vie meilleure à lui-même et à la société. Justement, je veux qu'on soit encore toujours assez concret pour ceux qui nous regardent. Vous le voyez à partir de quand? Parce que vous parlez d'entrepreneuriat, vous parlez de gestion de ressources. On est peut-être pour certains à un certain niveau, peut-être dans les études, à un certain niveau dans son cursus où on pourrait aborder ces questions. Mais c'est à quel niveau vous voulez commencer à introduire ces curricula? Quand on sait que même jusqu'à l'université aujourd'hui, chacun il va chercher ses diplômes et puis après il tente son concours. Il espère en tout cas être d'abord employé. Cette fibre entrepreneuriale là, on l'a pas forcément. Dans certaines sociétés, c'est inculqué déjà dès le début. On a l'alternative par exemple de la formation professionnelle, parce qu'après on se dit bon, on travaille pour quelqu'un, demain je pourrais travailler pour moi-même, je pourrais être à mon compte. Mais c'est des éléments qu'on apprend vraiment sur le tard et sur le tas. Ouais. Mais vous pensez pouvoir l'implémenter à partir de quel niveau? Bien. Au niveau du Burkina ici, nous avons pour le moment ciblé le post-primaire et le secondaire, et aussi nous sommes dans les centres de formation professionnelle. Et vous savez, quand on parle d'éducation financière, c'est vrai que pour le moment, j'ai cité les cibles que sont le post-primaire et la formation professionnelle, mais
même au plus bas échelle, si nous prenons par exemple le préscolaire, les enfants de bas âge, il y a une éducation financière aussi. Et nous, dans notre programme, toutes ces cibles-là sont prises en compte. Vous allez voir qu'au niveau du préscolaire, on va parler d'éducation financière en termes de comportement. Vous voyez, apprendre aux jeunes, aux tout petits déjà, comment gérer leur environnement. Si on prend un enfant du préscolaire, on va parler plutôt de gestion peut-être de son goûter, la gestion de ses jouets. Si nous partons au niveau primaire, nous allons voir la gestion même du matériel scolaire, en même temps la gestion à la maison côté matériel. Et nous allons plus loin quand nous partons au poste primaire et secondaire, en plus des différentes compétences déjà citées, à savoir la gestion du matériel, la gestion des cahiers. Nous allons aller plus loin pour apprendre aux enfants que, en plus des gestions financières et de la gestion des ressources qu'ils ont, ils peuvent gérer autre chose. Par exemple, nous avons la gestion des ressources matérielles, des ressources immatérielles. Si nous prenons par exemple des ressources matérielles, on va parler à la maison du savon, de l'eau. Si nous prenons des ressources immatérielles, on va apprendre aux enfants à ce niveau d'études-là qu'on peut gérer l'intelligence. Voilà, on peut gérer sa santé, on peut gérer les amitiés. Donc voilà à peu près les niveaux de compétences qu'on essaie de donner aux enfants. Et quand nous progressons vers l'université, le secondaire jusqu'à l'université, vous allez voir que là-bas, on apprend aux enfants à épargner. Et aussi à avoir des compétences comportementales. Parce que, en fait, épargner, c'est quoi? C'est avoir de bonnes compétences comportementales qui t'amènent à savoir comment gérer. Et à leur niveau, la gestion, ça amène à accumuler les biens, à épargner. Et nous allons au-delà pour dire que lorsque nous accumulons les biens à travers notre épargne, c'est pour en fait investir. Et c'est en ce moment que l'investissement arrive. On parle d'entrepreneuriat pour dire à l'enfant, quand on épargne, il y a aussi qu'on épargne pour faire beaucoup de choses, mais la vision du programme, c'est vraiment pousser les enfants à épargner pour pouvoir entreprendre. D'accord. Voilà. Question simple, toujours dans la même lancée, comme ce que Geoffroy venait de dire. Prenons les cas concrets, parce qu'on est dans la pédagogie. À terme, lorsque on aura deux individus qui sont intégrés dans la société, chef de ménage, prenons cet exemple-là, entre celui qui a bénéficié de cette éducation financière et celui qui n'en a pas bénéficié, où se situerait la différence? La différence, elle sera nette ici. Parce que celui qui a eu à suivre le programme d'éducation financière, qui a appris à gérer, qui a acquis ces compétences-là en lui, ça veut dire qu'il aura des comportements. Lorsqu'il sera face à une ressource, il saura comment l'utiliser de façon responsable. Et en ce moment, vous allez voir que la personne va peut-être voir l'épargne de façon holistique. Il ne verra pas seulement que du côté financier. Vous savez, d'habitude, quand on parle d'épargne, tout le monde pense que c'est seulement l'aspect financier qui est visé. Non. Celui qui a fait le programme, à la différence de celui qui n'a pas fait le programme, verra que quand on parle d'épargne, ça prend tous les pans de la société. Nous allons parler même des ressources forestières, les ressources sociales comme l'amitié, vous voyez, les valeurs comportementales entrent en compte. Et vous allez voir que c'est un individu qui saura gérer de façon responsable ses amitiés, sa poche, même ses ressources financières à la maison, l'eau, le savon, vous voyez. Donc, alors qu'à côté, celui qui n'a pas suivi et qui n'a pas eu la chance de voir ce programme, il ne pourra pas voir cette dimension élargie de l'épargne. Et vous allez voir qu'il ne pourra pas aussi être très efficace comme celui qui a suivi le programme sur la gestion de l'épargne. Vous voyez. Et à chaque fois, quand quelqu'un a suivi le programme sur l'éducation financière, vous allez voir que quand il épargne, il a des objectifs d'épargne. Il n'épargne pas sans objectif. Et il va aussi, dans sa façon, dans sa vie, voir quels sont les éléments, les outils que je dois utiliser pour bien arriver à recadrer ma gestion, mon épargne. Au contraire, l'autre qui n'a pas reçu ce programme ne sait pas qu'en matière d'épargne, il faut savoir utiliser des outils comme l'épargne et le budget plutôt, la planification.
Et c'est en sachant budgétiser et en sachant planifier qu'on peut pouvoir faire des épargnes responsables qui un jour peuvent être utilisés pour faire des investissements. On épargne pour investir. Et il aura toujours des objectifs d'épargne. Au contraire, l'autre qui n'a pas suivi ce programme ne saura pas que, en fait, pour épargner, il faut des objectifs d'épargne qui t'amènent vraiment à pouvoir épargner. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, épargner, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on n'en a pas assez pour épargner. Mais celui qui a suivi le programme sait que c'est pas la quantité qui fait l'épargne, mais l'épargne doit être régulière. Même si elle est petite, elle est régulière et il n'a pas besoin d'attendre d'avoir beaucoup pour épargner. Quel que soit le montant qu'il a, il saura qu'il faut un peu aujourd'hui, encore et encore pour accumuler. Justement, vous disiez tout à l'heure qu'avec les formations professionnelles, vous avez déjà commencé un travail, c'est bien ça? Oui. Et qu'est-ce que ça donne? D'abord, est-ce qu'ils sont sensibles? Qu'est-ce que ça change dans leur approche relativement à la suite de leur formation? Parce qu'après, c'est travailler pour quelqu'un ou travailler pour soi-même. Ouais. Donc, au niveau de la formation professionnelle, c'est vrai qu'eux, ils sont déjà dans l'emploi, dans l'entrepreneuriat. Ils se forment pour effectivement sortir et puis s'installer à leur propre compte. Donc, avec ce programme, je prends l'exemple de l'année 2018 où on a déroulé ce programme au niveau des Hauts-Bassins. Et il y a des couturières qui ont suivi ce programme. Et avec ce qu'ils ont eu à apprendre au cours de la formation, ils ont pu, à leur sortie, avoir leur propre entreprise sans avoir à prendre des prêts. Parce qu'ils ont su que dès qu'on a une petite somme, il faut épargner tout en ayant sa vision. Donc déjà, dès l'entame de leur formation, ils ont intégré et ils ont commencé à économiser. À la fin de la formation, puisque comme ça souvent nous approchons les structures financières pour qu'ils les accompagnent. Maintenant, avec le programme, ils ont vu à la fin que ce qu'on leur a appris, à savoir épargner, mettre un peu de côté pour ensuite l'utiliser pour créer quelque chose, ils l'ont appris et à la fin, ils avaient approché UBA pour pouvoir avoir des prêts pour mettre en place leurs petites Madame a fait de la pub, mais bon. Mais finalement, je m'excuse, finalement, ils ne sont pas allés parce qu'ils ont pu, à travers ce qu'ils ont appris, ils ont su économiser et à la fin, les propositions de prêts, ils ne l'ont pas accepté parce que déjà, ils ont appris par leur propre changement, en faisant leur épargne, ils ont pu réunir une somme et avec laquelle ils ont pu ouvrir leur propre entreprise. C'est pour dire que sur la formation professionnelle qui ont suivi ce programme, c'est beaucoup plus palpable les résultats. Donc, tout le monde arrive à s'installer sans avoir à prêter de l'argent ou peut-être aller vers les parents pour encore tendre la main. On devient soi-même autonome. Voilà l'avantage de notre programme au niveau de la formation professionnelle. D'accord. On sait qu'on est dans un système généraliste. Et là, je vais quitter le secteur professionnel pour rejoindre un peu ceux qui sont dans le système classique, donc généraliste. Bon, ça nécessite que même les enseignants eux-mêmes soient financièrement éduqués. Je veux dire, de façon générale, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre avant peut-être d'intégrer ce programme-là dans le système d'enseignement général? D'accord. Les dispositions à prendre. En fait, jusqu'à présent, nous sommes dans les formations. Le CCEB a déjà formé plus de 350 formateurs des formateurs et aussi plus de 250 à 300 facilitateurs qui vont maintenant à leur tour dérouler les sessions de formation dans les établissements. Déjà au niveau des 4 régions, on a 40 établissements que nous prenons et nous déroulons nos programmes. Et dans ces établissements-là, ce sont des professeurs qui sont formés. Voilà, c'est vrai qu'on est dans 40 établissements et 10 centres de formation. Et on a formé plus.
Donc, pour dire que ces enseignants aussi ont besoin de cette formation en éducation financière. Parce qu'on ne peut donner à autrui ce que nous avons appris. Donc, du moment qu'ils sont les enseignants, ils sont les facilitateurs, forcément, il faut qu'ils soient capacités pour pouvoir dérouler les formations aux apprenants. Donc, nous sommes dans cette dynamique et les formations continuent jusqu'en 2024. Justement, l'atelier, c'était pour aussi faire un plaidoyer. On se dit, le curricula, ça s'est arrêté de façon commune avec le monde enseignant. On a un ministère qui a ça à charge. Donc, mais comment se font les échanges? Où est-ce qu'on en est dans l'acceptation de la dynamique que vous voulez? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'on a encore à des parties pilotes ou projets d'expérimentation où on en est? Ok, donc sur ce volet, c'est vrai que nous sommes vraiment au niveau des expériences pilotes dans notre région au Burkina Faso ici. Mais si c'est à savoir l'implication des autorités en ce qui concerne l'intégration de l'éducation financière dans les curricula, nous sommes en fait en relation étroite avec le MENA-PLN qui est vraiment la structure qui s'occupe de l'éducation. En plus du MENA-PLN, nous avons aussi le ministère de l'économie et des finances qui porte déjà même la stratégie nationale d'inclusion financière. Donc, à l'intérieur de cette stratégie nationale d'inclusion financière, il y a un certain nombre d'éléments qui sont développés, d'où l'éducation financière. Et nous, au niveau du CCEB, c'est comme nous accompagnons le ministère des Finances à vraiment réussir son inclusion financière au niveau national. Donc, je précise aussi que cette inclusion financière n'est pas seulement une question uniquement burkinabé. C'est une question de la sous-région où, en fait, pour dire qu'il y a beaucoup de parties prenantes qui sont dans la dynamique pour vraiment réussir l'inclusion financière. Et les autorités, à savoir le MENA-PLN, le ministère de la Jeunesse, et au niveau de l'économie et des finances aussi, nous sommes en comité avec le CCEB où, au niveau du comité, nous travaillons vraiment à faire la promotion de l'éducation financière pour en fait booster l'inclusion financière. Ils sont avec nous, même la dernière fois au niveau de Zignaré, la semaine surpassée. On était vraiment avec eux pour un atelier d'intégration de l'éducation financière dans les curricula. Et c'était les techniciens du MENA-PLN qui étaient là. Et avec eux, on a déjà vu les différentes thématiques, on a fait les choix, et par niveau et par ordre d'enseignement, avec leur accompagnement, nous avons pu identifier aussi les disciplines d'accueil qui vont, soit si on choisit la voie d'infusion, on pourra loger les thématiques d'éducation financière dans ces disciplines d'accueil. Et pour cela, on a convié beaucoup de disciplinaires, les mathématiciens, et des profs d'histoire, des profs de français, des profs d'anglais. Ça veut dire presque toutes les disciplines, les professeurs de toutes ces disciplines-là sont représentés et on a pu, par niveau et par ordre d'enseignement, arrêter les différentes thématiques. Juste pour dire que, en fait, le ministère concerné, qui est vraiment le MENA-PLN, à travers la Direction générale de la qualité de l'éducation formelle et aussi la Direction générale de l'accès à l'éducation formelle, ils sont tous dans la même dynamique que nous. Ils nous accompagnent depuis le début du projet, de 2021 jusqu'à maintenant. Et à chaque fois que nous avons des ateliers, nous avons leur accompagnement pour le travail. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils ont adhéré à cette politique qui veut que la population du Burkina Faso, la jeunesse burkinabé, soit éduquée en inclusion et en éducation financière. Donc, les jours à venir, c'est prévu même qu'on rencontre la direction générale de la qualité de l'éducation pour vraiment voir comment
on va accorder nos vues pour voir comment l'intégration pourra être décidée. Est-ce que ça sera par voie d'infusion ou bien ça sera une discipline à part entière où on va proposer. Voilà. Donc le travail du CCEB, c'est vraiment arriver avec ces parties prenantes qui sont autour de lui et proposer quelque chose pour que l'État, à la fin, regarde et il essaie de voir comment on peut intégrer maintenant l'éducation financière dans les curricula pour tous les niveaux d'enseignement du Burkina Faso. Dernière question. Parlant de partie intégrante, je suis tenté de vous poser la question de savoir quels sont vos rapports avec certains acteurs de l'éducation qui eux aussi plaident pour une révision même du curricula de façon générale. Je vais parler des syndicats, je vais parler des coalitions de l'éducation. Est-ce qu'eux aussi sont contactés au même titre que le gouvernement pour une adhésion à ce projet-là? Oui, je dirais oui, parce que pour nos formations et pour nos ateliers d'orientation, toutes ces parties prenantes sont invitées. Ils sont convaincus de l'efficacité de ce projet? Ils sont convaincus. Et j'allais encore revenir sur l'étude menée par la BCEAO. La dernière fois, on nous a fait cas des résultats de l'étude. C'est de ces résultats-là qu'est sorti qu'au niveau du Burkina, il n'y a seulement que 1% de la population enquêtée. Et Ouagadougou, vous voyez, Ouagadougou, c'est la plus grande partie du Burkina, ajoutée à Koudougou. Et ces deux parties du Burkina ont révélé que seulement 1% des cibles qui ont été enquêtées connaissent ce que c'est que l'éducation financière, ont déjà suivi une formation en éducation financière. Vous voyez. Donc, c'est pour dire que cette question d'éducation financière, elle est une question qui a l'adhésion de tous. D'accord. Voilà, qui a l'adhésion de tous parce que c'est ressorti au niveau de l'étude que tout le monde est d'accord, puisque ce n'est pas seulement des cibles qu'ils ont touchées pour cette enquête de choses, des lieux, de l'état des lieux. Ils ont en plus des cibles touché plusieurs parties des couches sociales et à chaque partie, ils ont eu comme retour, tout le monde attend l'éducation financière parce qu'ils savent que c'est en fait avec l'éducation financière que les hommes pourront savoir gérer les ressources et qui sait gérer les ressources va accumuler et avec l'accumulation, on pourra réaliser des entreprises. Merci. On l'aura bien compris et c'est un sujet qui vous tenait à cœur et on sent que ça peut changer beaucoup de choses dans les perceptions et aussi dans les perspectives. Ça, c'est très important. Ne pas attendre à chaque fois que ce soit l'État qui soit le pourvoyeur d'emploi pour tout le monde et qu'il y ait aussi ce climat et ce contexte des affaires là qui s'améliore de sorte à ce que pour ceux qui veulent s'engager, il y ait donc ce bol d'oxygène là qui vienne à chaque fois et que cela puisse continuer. En tout cas, merci à vous Adé Raïssé Zouri. Je rappelle que vous êtes chargé de projet CCEBF. On a donc échangé avec le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation sur la question de l'éducation financière. En tout cas, merci d'être passé. Merci bien. Merci à vous. Merci aussi à vous David Dana. Nous, on va rester toujours en économie. Ça sera le dernier élément abordé dans cette frange là, la REPAB qui s'est achevée, REPAB 2e édition. La soirée gala dénommée Nuit de l'employeur de l'année a marqué la fin des activités de la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina Faso. Il fait préciser que selon le comité d'organisation, il y avait quand même 17 pays mobilisés, 1000 participants et la nuit des distinctions, elle a donc fermé tout cela. Nous y revenons avec Maxime Jean-Eudes de Bambara. Coris Bank International désigné meilleur employeur de l'année à cette soirée gala qui marque l'apothéose de la 2e édition de la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina Faso, REPAB. Un trophée remis par le premier vice-président du Conseil national du patronat burkinabé à la directrice générale de Coris Bank International, Gisèle Goumet-Zoé. Occasion pour elle de saluer le mérite de l'ensemble du personnel, mais aussi et surtout la vision du président directeur général Idrissa Nassa. Très fier, c'est un honneur pour nous ce soir de recevoir ce prix qui est une reconnaissance des efforts que nous déployons au quotidien. Fierté parce que nous sommes leaders avec 63 agences dans les 13 régions du Burkina. Nous nous battons pour maintenir nos agences actives parce que nous savons que la présence de nos agences compte
contribue à la résilience du peuple burkinabé. Je voudrais féliciter et remercier l'ensemble du personnel qui abat un travail formidable tous les jours. Nos collaborateurs, que j'appelle affectueusement les guerriers, c'est véritablement à ce personnel que je veux dédier ce trophée. En plus de Coris Bank International, 9 autres entreprises ont reçu des trophées coup de cœur dans diverses catégories. Il s'agit notamment des catégories artisanat, éducation, agro-pastoral, transport, numérique et digital, tourisme, banque et BTP. Des entreprises primées sur la base de critères tels que la citoyenneté, le paiement des impôts et le respect des droits des employés, selon Aruna Ninkiema, président du comité d'organisation de la REPAP. Il faut savoir que le jury, c'est un jury qui a été constitué de plusieurs organismes, de plusieurs structures de l'État, et parmi lesquels la Direction générale des impôts, la Caisse de sécurité sociale, la Chambre de commerce, la Direction générale de la douane, plusieurs structures de l'État qui ont constitué le jury. Et aujourd'hui, on a les meilleures entreprises du Burkina Faso. On ne peut être que content, on ne peut être que satisfait. Une façon pour nous de créer une saine émulation, en espérant que l'année prochaine, on ait encore 2 entreprises qui soient primées et qui poussent le développement économique du Burkina Faso vers le haut. Un trophée d'hommage a également été décerné à Feu Emmanuel Zongo et un trophée d'honneur au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. La REPAP 2023, ce sont 17 pays mobilisés, 1000 participants enregistrés selon Aruna Ninkiema, président du comité d'organisation de la 2e édition. À l'en croire, la REPAP 2023 est un pari réussi. Nous reformons ici la page économie de ce JDS. Nous en ouvrons une autre, c'est celle société. Nous l'annoncions en titre, le Conseil supérieur de la communication, en collaboration avec le Centre pour la gouvernance démocratique, a organisé une conférence publique de sensibilisation des jeunes à l'utilisation responsable des réseaux sociaux et des émissions d'expression directe dans un contexte, celui que l'on sait, celui des crises sécuritaires et des tensions sociales. C'était hier samedi 15 juillet à Ouagadougou. Il y avait donc le vice-président du conseil d'administration du CGD et il a appelé les jeunes à une citoyenneté responsable, même sur les réseaux sociaux. Et le président du CSC, Abdoul Aziz Bamogo, a lui souligné que la communication, notamment à travers les réseaux sociaux ou les émissions d'expression directe, était contenu à double tranchant. Comment utiliser un couteau, voilà, à double tranchant. Comment utiliser à de bonnes fins ces outils et qui sont somme toute un plus. Comment tenir compte justement du contexte qui est le nôtre. Vous avez entendu la voix tout à l'heure, c'est celle du président du CSC, Conseil supérieur de la communication, très vigilant, qui à la place du contenu m'a rappelé, c'est bien couteau à double tranchant. Abdoulaziz Bamoko, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir M. Braya et merci de me recevoir. C'est un plaisir. Hier, 4 communications auxquelles les jeunes ont eu droit, ceux qui ont eu à faire le déplacement, c'est l'usage des réseaux sociaux dans la promotion des valeurs citoyennes dans un contexte de crise sécuritaire. On sait que la question des données, j'ai dit texte, audio, tout cela qui circule, c'est dans un contexte. On sait celui du Burkina, il n'est pas simple. D'abord, quel est le constat d'utilisation des réseaux sociaux qui a été fait pour que vous daigniez en parler avec des communications? Merci de me recevoir et merci pour cet espace qui est accordé à cette rencontre que nous avons eue hier sur la problématique de la bonne utilisation des réseaux sociaux, notamment par les jeunes, et au regard du contexte très difficile que nous traversons. Le constat qui est fait, il faut dire en gros, au regard de la crise sécuritaire et surtout des tensions sociales, les types d'informations que nos jeunes diffusent et publient sur les réseaux sociaux sont souvent de nature à compromettre même les opérations de sécurisation de notre pays. Toutes les informations, toutes les images, toutes les vidéos qui portent sur ce qui se passe en matière de sécurité, qu'il s'agisse des opérations des groupes terroristes ou qu'il s'agisse des actions des forces de défense et de sécurité, des VDP, peuvent être de nature à compromettre la sécurisation de notre pays. D'autre part, face à ce défi
défi sécuritaire, c'est impératif pour notre pays qu'on puisse conserver, qu'on puisse garder l'unité nationale, qu'on soit dans une union qui nous donne plus de force à faire face à ce défi sécuritaire-là. Or, dans les publications, les diffusions qui sont faites sur les réseaux sociaux, on voit des messages qui sont plutôt de nature à fragiliser le tissu social, à créer des tensions entre les différentes communautés, à mettre en péril la cohésion sociale de notre pays. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est urgent qu'on puisse sensibiliser notre jeunesse à la façon d'utiliser ces réseaux sociaux-là, qui sont de nouveaux outils qu'on ne connaissait pas, qu'on apprend à utiliser. Mais comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est un couteau à double tranchant. Il faut leur montrer que oui, ça peut servir dans ce sens-là, mais si vous ne faites pas attention, ça peut desservir. Et notre pays qui est dans une situation de fragilité n'a vraiment pas besoin de ce côté où il peut desservir, effectivement. Vous faites bien de rappeler le contexte, contexte de fragilité. On connaît le vivre ensemble, sur lequel on a l'impression de marcher comme sur des œufs, parce que souvent certaines questions sont sensibles. Il y a la question sécuritaire qui oblige à être très prudent dans sa communication pour ne pas exposer certaines actions que nous menons. Mais on se rend compte que certains se permettent toujours à diffuser des textes qui sont haineux, à faire des audios qui sont des appels à la haine, à la violence. Mais comment est-ce qu'on arrive à se l'expliquer? Mais certains se disent que bon, les réseaux sociaux c'est du virtuel, ce n'est pas le prolongement de notre vie. C'est quoi ce qui se passe? Oui, moi je pense que bon, c'est vrai que c'est pas bon, c'est dangereux pour notre pays dans le contexte que nous vivons. C'est pas bon, il faut condamner. Mais en même temps, il faut prendre du recul par rapport à ceux qui publient ces genres de contenu. Il faut prendre beaucoup de recul. Parce que ceux qui publient ces genres de contenu, ça peut être quelqu'un qui a été victime des attaques terroristes. Ça peut être quelqu'un qui a perdu des membres de sa famille dans ces attaques terroristes. Ça peut être quelqu'un qui a fui son village, qui a laissé là-bas tous ses biens, qui se retrouve à Ouagadougou, dans une autre ville, sans logis, réfugié quelque part, et peut-être qui a perdu sa femme ou qui a perdu son mari. Ce genre de personnes-là, quand elles interviennent, il y a tout ce ressenti-là qui s'exprime à travers ces personnes-là. Et c'est pourquoi c'est bon qu'on se parle, c'est pourquoi c'est bon qu'on fasse cette éducation aux médias et à l'information, pour qu'on leur explique que oui, c'est vrai, effectivement, cette réalité que vous avez vécue, que vous vivez est difficile, mais elle ne doit pas s'exprimer de cette sorte-là à travers les médias, parce que ça ne va pas résoudre le problème, ça va plutôt aggraver la situation. Alors que notre préoccupation est de pouvoir sortir de cette situation difficile. Mais à côté d'eux, il y en a aussi qui ne mesurent pas forcément la portée du discours qui est mis dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Il y en a qui pensent que quand ils échangent avec leurs amis, ils disent des choses, même s'ils sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui constituent un média, ils peuvent continuer à le dire comme ils le disaient entre amis. Ce n'est pas la même chose. Ce que nous pouvons dire entre, j'allais dire frères ou entre amis au grain de thé, lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, ça n'a pas le même effet, ça n'a pas le même impact dans la société. Donc il faut cette éducation-là pour amener les gens à prendre beaucoup de recul, beaucoup de réflexion sur chaque élément qu'on va mettre dans l'espace public, pour se poser la question de savoir, chaque fois que je vais publier, est-ce que ça va servir? Est-ce que ça va aider? Vu que mon pays est dans une situation difficile, vu que mon pays a besoin de cohésion, est-ce que si je balance un tel message, ça ne va pas plutôt desservir, rendre la situation plus difficile? Se poser ces questions-là, et lorsque la réponse nous fait savoir que non, ça ne va pas être quelque chose d'intéressant, s'en abstenir au nom de l'intérêt général, au nom de l'intérêt supérieur de notre pays. Voilà. Il y a eu la communication que vous avez fait hier, ça participe de la sensibilisation, mais à la fois on se demande, c'est quoi le problème? C'est parce qu'on ne sensibilise pas assez, ou bien pour ceux qui commettent ces actes-là, il n'y a pas une répression à la hauteur pour que ça continue. Alors que quand on regarde de mémoire, il y a beaucoup d'initiatives quand même pour dire, bon, écoutez, faites attention. Et quand on regarde aussi des mémoires, on a vu des noms de personnes qui ont été interpellées
pour avoir sur les réseaux sociaux diffusé un certain nombre d'éléments. Et ça, même la BCCLC se fait souvent l'obligation de partager ça aux médias et nous on se fait le délai. Donc ça veut dire que sur ces deux chantiers-là, il y a des éléments qui sont faits, mais ça persiste. Ça persiste. Oui, parce qu'on est dans une situation de crise et c'est le fort d'une crise que des gens disent s'expriment de cette façon-là, de façon virulente et autre que ça. Mais lorsqu'il les fait hors des espaces numériques, hors des espaces médiatiques, l'effet est moindre. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous sommes dans une société désormais où chaque acteur de la société est un média en puissance. C'est-à-dire du fait qu'il tient son portable et qu'il peut balancer quelque chose, il est un média. Donc ce qu'il dit n'est plus quelque chose dans le privé. Tout ce qu'il dit à travers sa capacité à mettre quelque chose dans l'espace numérique là, fait de lui un média, un acteur de l'espace public. L'effet est porté sur l'ensemble de la société. Et c'est pourquoi il faut éduquer, il faut expliquer. Parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si quelqu'un dit quelque chose, par exemple sur Facebook, dans bien de cas, il ne se rend pas compte de l'effet que peut faire son discours qu'il est en train de mettre dans l'espace public. Il faut éduquer. Et je suis d'accord avec vous. Les deux doivent aller de pair. C'est-à-dire la sensibilisation, un peu comme ce que nous faisons, parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Il faut mettre l'accent sur la sensibilisation, sur l'éducation, amener les gens à comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Mais aussi, il ne faut pas abandonner l'aspect répressif. Il faut pouvoir sanctionner. Il faut montrer aux gens que l'espace numérique n'est pas un espace de non-droit, que les réseaux sociaux, ce n'est pas un espace de non-droit, qu'ils sachent que ce qui est interdit dans la vie réelle, dans la vie physique, est aussi interdit sur Internet, dans les réseaux sociaux. Ce que tu ne peux pas faire dans la vie physique, tu ne dois pas pouvoir le faire sur Internet. Donc là aussi, je pense que c'est le lieu pour moi, vous parlez de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, c'est le lieu de saluer le travail remarquable que fait cette brigade. De passage, je voudrais saluer le commissaire Yoni, qui était avec nous d'ailleurs hier à la conférence et qui a beaucoup édifié les jeunes sur la façon de se protéger pour éviter d'être victime des cyberdélinquants. Il faut aussi un travail remarquable, il faut un travail de répression, de traque et ça porte des fruits. Maintenant, il faut continuer ce travail-là. L'éducation, mais il faut aussi des moyens techniques aux autorités judiciaires et peut-être aux régulateurs aussi, pour pouvoir être présents sur les réseaux sociaux, sur les plateformes là, pour traquer les éventuels fautifs, parce que c'est là aussi où se trouve le problème. Une brigade qui, je me rappelle, lors d'une formation faisait, un genre de parallèle, mais qui était très intéressant. C'est-à-dire la brigade est faite comme les autres brigades de police. Il y a une veille qui est faite, c'est-à-dire il y a un genre de ronde. Comme vous voyez les policiers qui se promènent en ville pour voir ce qui se passe, ils le font aussi sur les réseaux sociaux. Donc ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, attention, il y a des rondes qui sont faites. Exactement. Donc sachez que ce que vous posez comme acte là-bas. Oui. C'est vrai qu'il y a la question de ces réseaux sociaux, il y a les émissions d'expression directe. Oui. Ça concerne vraiment directement les médias traditionnels et classiques que nous sommes. Je me rappelle qu'on a eu à participer à une rencontre à laquelle vous nous avez conviés et rappeler à partir d'un cas exemple. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention? C'est dire un terroriste qui a appelé à une émission, qui a appelé à une émission d'expression directe, donner son avis, donner son interprétation, son analyse, et lancer même un appel. Tout à fait. Quand bien même le modérateur du jour s'est essayé à circonscrire les choses, mais ça n'a pas été forcément intéressant. Et de là, sont sortis beaucoup de recommandations. Tout à fait. Et aujourd'hui, depuis ces éléments-là jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous sentez un genre de changement? Si, il y a de l'évolution. Il y a surtout une prise de conscience. Je pense que le travail, l'exercice que nous avons fait était très bien. Et nous l'avons poursuivi. C'est-à-dire nous avons échangé avec vous ici à Ouaga, mais nous avons aussi échangé aussi avec les acteurs médiatiques à Bobo, à Fada, à Koudougou, à Manga, un peu dans la plupart des grands centres urbains de notre pays, pour poser le problème. Pour nous, c'était un cas qu'il fallait traiter, mais au-delà du cas, c'était appeler les acteurs à ce qu'on réfléchisse pour comment est-ce qu'on gère cette situation-là. Parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Si nous continuons à faire des émissions d'expression directe où l'animateur vient, il ouvre l'antenne et puis il met le téléphone, chacun peut appeler et puis il décroche, il peut dire oui, dis ce que tu penses, ça va être difficile. On va toujours
vivre ce genre de situation-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, bon, en échangeant avec vous et avec les autres acteurs, il y a pas mal d'idées qui sont revenues, mais nous avons surtout ressorti la décision du CSC portant sur la façon de conduire les émissions d'expression directe et vous inviter vraiment de façon forte à appliquer le contenu de cette décision-là. Mais je disais que nous avons senti qu'il y a une évolution, que les médias ont vraiment pris conscience de la situation qui est difficile. Par exemple, dans les tournées que j'ai fait à l'intérieur du pays, j'ai rencontré des médias qui ont décidé, pour ce qui est des émissions d'expression directe, d'arrêter de les faire. C'est-à-dire, les responsables disent, ils estiment que en l'état actuel des choses, ils ne sont plus à même de véritablement bien contrôler les appels ou les interventions. Et donc, au lieu de laisser qu'un drame survienne, qu'un problème survienne, ils préfèrent arrêter en attendant des conditions meilleures. C'est par exemple une radio à Koudougou, dont je me rappelle les échanges avec le responsable de la radio. Il dit que, bon, ils ont commencé à constater que dans les interventions des gens, on abordait des sujets liés aux appartenances religieuses, aux appartenances ethniques. Bon, ils ont essayé avec l'animateur de faire un effort de faire, mais ils sentaient que ça ne faisait que s'amplifier. Exactement, et ils se sont sentis incapables de pouvoir vraiment bien gérer une telle émission, donc ils ont décidé d'arrêter. Moi je pense que ça, c'est un sens élevé des responsabilités dans la façon de le faire. Et il y a des émissions aussi où c'était un seul animateur qui vient, qui fait. Maintenant il y a une équipe autour de lui pour pouvoir suivre et voir comment est-ce qu'on réagit par rapport aux situations qui peuvent survenir. Donc ça, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça, mais il faut continuer le travail, il faut continuer le suivi, et ça nous le faisons, et on reste toujours en dialogue avec les acteurs pour leur dire, on est dans une situation difficile, il faut que tout le monde soit en train de réfléchir à comment on fait pour que les médias ne soient pas un facteur qui fragilise encore notre pays, mais plutôt qui aide à ce qu'on sorte de cette situation difficile. On va dire que ces émissions d'expression directe restent dans votre champ, c'est ça, puisque les médias traditionnels que nous sommes, tout cas nous sommes dans ce champ-là, mais la question des réseaux sociaux, pour y revenir, il faut dire que vous êtes quelque peu limité quand on regarde. Alors que, comme vous le disiez dans votre argumentaire tout à l'heure, il y a des gens, quand vous regardez le nombre de followers qu'ils ont, c'est beaucoup plus que même des vues d'une émission. Tout à fait. Donc c'est comme des médias. C'est ça, tout à fait. Là encore, le CSE ne peut rien. Absolument. Qu'est-ce qui est fait comme réflexion pour corriger ces choses-là? Dans nos attributions, effectivement, actuellement, en l'état actuel des choses, nous n'avons pas de pouvoir pour sanctionner quelqu'un qui aurait commis un manquement sur les réseaux sociaux. Mais comme je le disais, ça ne signifie pas que les réseaux sociaux sont un espace de non-droit. C'est le procureur qui est compétent sur les réseaux sociaux. Donc si vous faites une infraction sur les réseaux sociaux, un peu comme ce que vous êtes en train de dire, là, la police et puis ils tournent autour, ils regardent s'il y a un problème, ils vont vous interpeller. Donc ce n'est pas un espace de non-droit. C'est parce que c'est un espace d'expression qu'on pense que dans l'aspect expression, l'autorité en charge de la régulation des médias est peut-être bien placée pour voir les manquements liés à l'expression, aux aspects informationnels. Voilà, c'est ça. Et c'est pourquoi il y a lieu peut-être de faire des réformes. Il y a des choses qui sont en cours actuellement au niveau du gouvernement qui sont en train de regarder. Mais je pense que nous tous, on est d'accord qu'il faut regarder de sorte que les gens puissent savoir que ce qu'ils disent est suivi et qu'ils ne peuvent pas dire tout et n'importe quoi. Ce qu'ils ne peuvent pas dire ailleurs, ils ne peuvent pas aussi le dire sur les réseaux sociaux. Mais pour le moment, ce que nous pouvons faire, c'est sensibiliser. C'est sensibiliser, et c'est pourquoi nous avons tenu cette conférence d'hier où nous avons réuni en fait les associations de jeunes pour leur remettre les 10 conseils. On leur a remis des affiches, des flyers, et puis on a fait les communications pour leur éclairer sur le contenu de ces 10 conseils, pour leur dire on veut que vous portez la chose. Partez parler à vos frères, partez parler à vos amis, dites-leur, le pays est dans une situation difficile, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faut choisir ce que vous allez dire pour ne pas fragiliser encore le pays. Il faut choisir ce que vous allez dire pour ne pas porter atteinte à la cohésion sociale, pour ne pas compromettre les opérations de sécurisation du pays, pour ne pas rendre vulnérables des populations. Parce qu'il y a des messages quand ils publient, des populations de certains villages, ça les expose aux attaques.
Voilà, parce que quelqu'un du village ou de l'environ a publié un message et il devient tout de suite, ce village-là devient la cible des attaques terroristes. Donc il faut faire beaucoup attention à tout ça. C'est le but de cette éducation-là. Et en attendant que les réformes là soient faites, je ne sais pas dans quelle perspective ça va arriver. C'est le gouvernement qui a l'initiative des réformes. Nous, on a fait des observations, on leur a transmis ça. Et donc, en fonction de ce qui va être fait, on verra ce qui arrivera. Mais sinon, nous avons été en Côte d'Ivoire voir l'exemple de la Côte d'Ivoire. Chez eux, ils ont fait la réforme pour dire que désormais, si vous avez plus de 25 000 followers, un peu comme ce que vous êtes en train de dire, on vous considère comme un média. S'il y a un problème, vous êtes influenceur ou lanceur d'alerte, si on regarde, il y a un problème, on vous régule de la même chose, de la même façon comme les médias. Et je pense que c'est le chemin qu'il faut prendre. Et ça va beaucoup aider parce que ça va faire que les gens vont savoir que ce n'est pas un espace de non-droit et ils prendront conscience de l'effet de ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas seulement du verbiage, c'est pas seulement parler, mais ce que vous dites a un impact sur la société. Et surtout quand vous êtes dans un pays qui est face à cette difficulté comme celle que nous vivons, il faut beaucoup faire attention. Et dernière question, quel a été le retour pour hier quand vous avez regardé? Parce que souvent ces jeunes, ils écoutent, mais après, quelquefois ils ont l'impression d'avoir été des monologues. Le feedback était vraiment intéressant. Les retours, les questions et puis les appréciations à la fin de la séance, vraiment c'était très positif. Ils ont beaucoup apprécié. On avait 28 associations qui étaient présentes et il y a eu 5 ans à qui on a remis symboliquement les kits pour la sensibilisation. Et puis après, on a échangé avec tout le reste, les 28, et puis on leur a donné les différents kits. En tout cas, ils ont apprécié. Ils ont salué l'initiative du CSC. D'ailleurs, entre les 28, il y a une bonne partie qui nous avait accompagnés dans l'élaboration des 10 conseils. Parce que pour l'élaboration, on a associé les associations qui sont actives dans l'éducation aux médias et à l'information. Donc, ils étaient déjà partie prenante du processus. Et maintenant, les autres, ce sont des associations de jeunes pour leur dire, écoutez, il faut que vous passez l'information auprès de vos camarades. Ils ont beaucoup apprécié. Et certains étaient déjà dans cette démarche. Et ce que nous avons apprécié aussi, c'est qu'il y en a qui ont déjà pris les 10 conseils, qui ont commencé à en produire des supports de sensibilisation. Il y a une association qui en a fait une vidéo, et il y a une autre association qui a traduit en langue nationale morée. Voilà, donc on les a conseillé, on dit vraiment ce sont de bons exemples, il faut poursuivre cet exemple-là. Et je voudrais aussi saluer aussi ce que fait le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, de passage, était le parrain de la rencontre d'hier. Et ce que le ministère de la Jeunesse a choisi de faire, c'est de prendre les 10 conseils et chaque 2 ou 3 jours, je crois, il passe un des conseils et puis ils appellent les jeunes à respecter ce conseil du CSC. Et je pense que c'est à saluer. C'est un bon leadership dans son domaine avec les jeunes. Je voudrais de passage dire bravo au ministre et saluer cette initiative-là. En tout cas, nous, on va vous souhaiter bonne continuation dans cette sensibilisation. Merci parce qu'il ne faut pas arrêter. En tout cas, merci Abdelaziz Bamougo d'être passé. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du CSC, Conseil supérieur de la communication. Merci. En tout cas, merci. Merci, bonne soirée. La dernière rubrique de ce JDS, Journal Dimanche Soir, c'est la rubrique sport. Nous parlons sport, cette fois natation. On l'avait aussi annoncé en titre. La Fédération burkinabé de natation qui a tenu son championnat national. C'était hier samedi, saison 2022-2023. Et 2 noms, et ça, beaucoup s'y attendaient, ont survolé. C'est Souleymane Naparé et Iman Kouraogo. Le reportage de Yacinthe Savadogo nous donne plus amples détails. Le championnat national de natation a tenu toutes ses promesses ce samedi. Cette compétition qui vient clore la saison 2022-2023 a permis à plus de 130 nageurs venus des 4 coins du Burkina de montrer ce qui leur a été inculqué durant toute la saison. Les catégories minimes, cadettes, juniors et seniors ont pu rivaliser. Même si la pluie s'est invitée dans la partie obligeant l'interruption de la compétition, les choses ont pu reprendre quelques minutes après. Les différentes catégories ont connu leurs vainqueurs. La catégorie la plus attendue, à savoir celle senior, a vu la victoire de Iman Kouraogo et Souleymane Naparé.
Un championnat national qui a tenu toutes ses promesses et le président de la Fédération burkinabé de natation s'en félicite. Même s'il y a eu beaucoup de difficultés, même si notre programme a été un peu tronqué par la pluie, on devait s'y attendre aussi, nous sommes en saison pluvieuse, mais nous avons un sport dans l'eau, donc la pluie n'est pas un dérangement. Même si ça nous a fait perdre du temps, en tout cas je suis satisfait pour le fait d'avoir pu boucler ce championnat national de natation. Dans l'ensemble, le niveau aussi n'a pas baissé, donc acceptable selon le directeur technique national. Le niveau n'a pas baissé. Bon, je n'ai pas encore compilé tous les résultats, mais c'est que notre champion national n'a pas à progresser. Il fait partie de nos nageurs qui vont participer aux Jeux olympiques. Elle et puis une autre Kouraogo Iman. En tout cas, leurs performances sont vraiment au-dessus de ce qu'on s'attendait. Les champions 2022-2023 s'en félicitent aussi, mais pensent que beaucoup de choses peuvent être améliorées pour le bonheur de tous les athlètes. Je pense qu'on perd beaucoup de temps avec les échauffements. On aurait pu nager s'échauffer tous ensemble. Comme ça, on aurait pu gagner beaucoup de temps. Là, ils ont fait les échauffements par catégorie. Ça a pris un peu de temps. Avec la pluie, on a perdu beaucoup de temps. Donc, j'aimerais qu'on améliore les échauffements. Vraiment, il y a eu beaucoup de différences parce que je m'entraîne plus en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, ça fait que quand je viens ici, l'entraînement et puis pour les autres, c'est pas la même chose. Donc, ça fait que je me sens un peu en l'aise et puis je suis un peu plus rapide. C'était pas trop ça parce que j'avais pas de concurrents, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Mon maître nageur ne me laissait pas en tout cas. Je forçais à partir les mouvements, les pieds. Surtout Claude là, les mouvements là. C'était bien, en tout cas c'était bien. Brasse aussi c'était bien. C'est les mouvements seulement qui m'empêchent de respirer bien. C'est tout. Les champions 2022-2023 de chaque catégorie ont été récompensés en médailles et en numéraire. Ainsi, la saison se referme et les acteurs se donnent rendez-vous la saison prochaine. En attendant, les champions seniors, à savoir Suleiman Naparé et Iman Kouraogo, s'envolent pour le Japon le 18 juillet prochain afin de participer au championnat mondial de natation. Retour sur ce plateau, on a fini par les natations et maintenant j'ai mes invités. Je commence par Claude Lombard avec qui je suis très souvent pour cette frange-là. Sport, bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy, en tout cas ravi d'être là encore ce dimanche. Surtout que j'ai un aîné, on reçoit un aîné, je dirais une icône dans le monde du journalisme sportif. Il est président d'honneur de la JSB, Alexis Konkobo. Est-ce qu'on doit dire son nom encore? Bonsoir, cher aîné. Bonsoir, bonsoir Claude. Bonsoir aux téléspectateurs. Ravi d'être là ce soir. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Bon, quand vous recevez le président d'honneur de la JSB, bon, je sais pas. Sinon, on va parler de la JSB. C'est évident. Ça. On sait que la JSB aujourd'hui va commémorer en tout cas la 30e édition de la Super Coupe du côté de Bobo du Lasso. Donc, Alexis Konkobo qui a présidé aux destinées donc, de cette association. Aujourd'hui, la Super Coupe a 30 ans. Voilà. Aujourd'hui, si vous demandez de jeter un regard sur cette super coupe là, d'abord comment l'idée est venue de mettre en place une super coupe à JSB? D'abord, il faut commencer par ça, président. Très très bonne question. Très bonne question. Je me souviens que en 1992, j'ai été porté à la tête du COMEX de la JSB. Et nous étions un certain nombre de journalistes, Victor Sanou, Feu Joseph Bonzi, Richard Amego, etc., etc. Nous sommes nombreux, je ne peux pas citer tout le monde. Nous avons hérité donc de cette structure-là. On s'est posé la question. C'est vrai que c'est une structure des journalistes sportifs chargés de veiller à ce que le travail que nous effectuons chaque jour soit professionnel, avec bien sûr un certain nombre de séries de formations que nous initions en direction des journalistes, aussi avec des activités récréatives à travers des matchs de football entre nous, avec d'autres formations naturellement de notre pays, en ce qui concerne bien sûr le football amateur. Mais nous nous sommes dit, au-delà de cette réalité-là, on va franchir un autre palier. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le journaliste sportif peut apporter plus. C'est ainsi qu'en 1993,
nous avons cogité et nous avons dit voilà, ça y est. Partout en Afrique, si vous regardez du côté de la Côte d'Ivoire, du Togo, il y a ce qu'on appelle la Super Coupe qui oppose le champion national en matière de football au détenteur de la Coupe du Faso. Mais au Burkina, cette compétition n'existe pas. Donc voilà un créneau approprié pour que nous puissions apporter notre contribution dans la promotion du football. C'est comme ça est née la Super Coupe AGSP en 1993. La première édition, c'était donc à Bobo Dioulasso. Parce qu'on avait dit, Bobo, c'était le berceau du football burkinabé. On allait faire en sorte que Bobo Dioulasso reçoive chaque année cette coupe-là. Parce que tous les événements, pratiquement en matière footballistique, se déroulaient à Ouagadougou. Voilà aussi la raison de Bobo Dioulasso. Et puis, cette année-là même, 1993, on s'est dit on ne peut pas se contenter du football. Ce n'est pas le football seulement la seule discipline sportive dans notre pays. Les journalistes sportifs sont là pour toutes les disciplines. Essayons encore de cogiter, trouvons encore un cadre approprié pour permettre aux autres sportifs d'en bénéficier. C'est là que nous avons dit pourquoi pas un gala de récompense annuel de l'ensemble des sportifs de notre pays qu'on a donc appelé la Nuit des champions, qui récompense donc les sportifs les meilleurs selon les journalistes, je dis bien, puisque c'est nous qui choisissons les meilleurs et on leur remet un certain nombre de gadgets, de trophées, quelques enveloppes pour amener ces sportifs-là à se sentir encore, je dirais pas dans leur peau, à les valoriser, parce que nous sommes conscients qu'un sportif mis sur le piédestal a toujours tendance à performer, à améliorer ses conditions donc de travail, à aller de l'avant au niveau donc des résultats. Voilà un peu résumé comment est né les deux grandes manifestations des journalistes sportifs depuis 1993, et cela a été pérennisé aujourd'hui avec la nouvelle génération qui est en train de poursuivre. Mais si vous le permettez, je voudrais quand même rendre hommage aux aînés, parce que c'est vrai que c'est nous qui l'avons créé, la Coupe AGSP, la Ligue des Champions, mais l'association, c'est pas nous qui l'avons créée. Voilà, il y a des aînés qui ne sont pas de ce monde, qui ont été à l'origine de la naissance de la GSP. Je vais parler par exemple de Feu François Tapsoba, Feu Joseph Tankwano, Feu Joseph Dabiré, Feu Tali Isaka, ils sont nombreux, Bakor Bagiabate Feu, etc., etc. Ils ont apporté leur contribution dans la création donc de l'association. Mais où aujourd'hui, on peut encore avoir des témoignages de ceux qui ont créé la GSP et qui sont encore de ce monde-là, du côté par exemple de Draman Kamporé qui est toujours de ce monde-là, un de nos aînés. Il y a Francis Kaboré qui est encore là, sans oublier Ahmed Koné, etc., etc. Voilà un peu dans quelle ambiance nous avons réussi donc à mettre sur les pieds des salles, je le répète, ces deux manifestations aujourd'hui qui font la fierté en tout cas de l'ensemble des journalistes sportifs de Burkina Faso. Dès le départ, que l'adhésion elle était naturelle. Oui, il n'y avait que 3 organes. Dès le départ, il n'y avait que l'AIB. Non, je parle de la Super Coupe parce qu'il y a vous, l'initiative. Il y a ceux qui sont concernés au premier chef, c'est-à-dire les joueurs, les équipes. Est-ce que ça a été naturel? Non, ça a été naturel. Je pense qu'à l'époque, est-ce qu'on n'était plus de 15 journalistes sportifs dans ce pays? Je crois. Parce qu'il y avait que l'AIB, il y avait que Sidoya, il y avait que la radio et la télé. La télé émettait de 17h à 22h. Bon, les journalistes sportifs n'étaient pas très nombreux. On se connaissait comme si on était dans un petit village. On n'était pas nombreux. Il y avait aussi nos confrères de Bobo Dioulasso qui ont adhéré d'abord à cette idée-là. Ensuite, nous sommes allés vers la fédération qui a trouvé l'idée géniale. Et naturellement, les clubs qui avaient besoin de compétition, qui avaient besoin, je dirais pas d'argent, qui avaient besoin aussi de finances pour vivre, ces clubs-là ont trouvé que cette idée était quand même géniale, que ça allait les permettre d'avoir quelque chose. Mais l'argent n'était pas colossal. Le premier avait, dans un premier temps, 700 000 et le deuxième avait 500 000. Et nous, auprès des sponsors, c'était 100 000, 200 000. On réussissait à avoir 700 000 francs pour le premier prix. Et le deuxième prix, on le dégageait au niveau des entrées au stade Obi de Bobo Dioulasso. Donc on s'est dit que puisqu'à l'époque les gens venaient vraiment au terrain, on peut avoir 800 000, sont des fois les dépenses, on se retrouve peut-être avec 600 et quelques 000, on avait 500 000 et on donne le deuxième et puis il reste 100 000 et puis on se tape une bonne soirée à Bobo Dioulasso et puis on revient ensemble. À l'époque oui, c'était pas extraordinaire, mais
on a vu qu'au fur et à mesure, ça prenait de l'engouement et qu'il fallait faire en sorte que la cagnotte devienne plus importante parce que, quoi qu'on dise, le football, ce n'est plus du jeu. Le football, c'est du jeu, comme disait notre confrère, avec de l'argent. Avec de l'argent. Voilà. D'accord. Mais on voit aujourd'hui, ça fait la 30e édition. Il est évident que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Absolument. Ça n'a pas été facile au niveau des sponsors. Au départ, vous savez que toute chose au départ, quand même, il faut réussir d'abord à convaincre pour que les gens sachent que ce que vous posez comme acte est un acte salutaire, que cet acte-là peut apporter effectivement à la nation, à la société. Je pense que c'était cette bataille-là d'abord qu'il fallait gagner au départ. La première édition, je me rappelle, avait été financée par la première dame Chantal Comporé à l'époque, qui nous avait donné 1 million de francs CFA. Voilà, la deuxième édition avait été financée par le président du Faso, Blaise Compaoré, qui nous avait également donné 1 million de francs CFA. C'est au fur et à mesure que l'autorité politique a pris à bras le corps ces deux initiatives-là. Nous avons compris que l'accompagnement allait se faire parce que la chose devenait extrêmement sérieuse et que les deux compétitions allaient vraiment prendre corps dans notre pays. Donc c'était difficile au niveau du sponsoring. À un moment donné, ça a évolué. On s'est dit, ça a évolué, et si on faisait maintenant du direct, on quittait le mess des officiers, on va aller dans les grands hôtels, on est parti à l'hôtel Indépendance avec les engagements nationaux, on a fait du direct. On s'est rendu compte que ça a pris, puisque les sponsors aimaient un peu le direct, parce que l'image était véhiculée à travers le direct. Pour la Ligue des Champions, oui. Ensuite aussi pour la Coupe aussi qui était en direct. Donc les sponsors venaient pour coller leur image à cette manifestation qui prenait de l'ampleur. Ces deux manifestations qui prenaient de l'ampleur. Au fur et à mesure, les choses ont avancé tout doucement. Et aujourd'hui, je pense que vous qui êtes le membre du nouveau bureau, vous avez pris la relève. Quand vous arrivez, on me dit que quand vous arrivez, vous dites à GSB, on dit Alexis Kokogo. Tout à fait. Et les choses. Tout à fait. La GSB vous colle à la peau aussi. C'est ça, évidemment. Quand même. Donc, ça fait que la petite pique. Le Coro dit qu'il a tout fait pour vous. Pas du tout. Parce qu'ils ont élevé le niveau. Je reconnais qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile de remplacer l'équipe d'Alexis Kokogo. Oui, mais comment j'arrive, je suis allé à Bafora, je suis allé à Bobo Dioulasso l'année dernière, et même j'ai assisté à la finale ici. Le niveau au niveau de l'organisation encore haut, même la cérémonie de remise des trophées, il y a des feux d'artifice. Tout à fait. C'est de l'argent, je sais que c'est beaucoup d'argent ça. Et puis, le contingent qui se déplace à Bobo Dioulasso est extraordinaire. C'est près de 150 à 200 journalistes qui se déplacent à Bobo Dioulasso. Il faut prendre en charge tout ce monde-là, les loger, les nourrir, les véhiculer. J'ai vu que l'année dernière, il y avait 2 cas de 80 places de Raimo. Permettez-moi d'utiliser celui-là parce que c'est un sportif et il apporte beaucoup à la GSP qui s'est déplacé du côté de Bobo Dioulasso. Non, aujourd'hui, vous avez élevé le niveau de la manifestation. La Super Coupe est devenue vraiment un événement grandiose. Ce que je demande au président, chaque fois que je le rencontre, il faut que la cagnotte monte. 3 millions, 2 millions. Oui, il faut aller maintenant à 5 millions, 3 millions. À 8 millions. Moi, je pense que c'est l'idéal. Tout à l'heure, on disait, mais ça n'a pas forcément été un long fleuve tranquille. Oui. Vous avez évoqué la question des sponsors. Mais est-ce que, hormis ça, il y a pas eu quelquefois des éléments difficiles? Il y a eu la lutte pour le leadership au sein de l'association, oui. À un moment donné, il y a eu la lutte pour le leadership. Moi, je prends ça pour ça. Quand une association marche, voilà, dans les membres, il y a beaucoup qui ont envie d'être à la tête de l'association. Moi, je pense que c'est une chose positive. Une chose positive. Donc, à un moment donné, il y a eu la lutte pour le leadership pour prendre la tête de l'association. C'est vrai qu'on disait qu'à un moment donné, j'ai duré à la tête parce que j'ai fait quand même une 20aine d'années. Alexis, depuis, il a la tête, il part pas. J'ai dit, moi, je suis prêt à partir. Mais à chaque fois qu'on arrive aux élections, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme secret. Les membres veulent que je reste. Bon, j'étais même obligé de forcer la main pour partir de la GSP parce que j'estime que je suis mortel. Je ne suis pas éternel sur terre. Et il y a aussi les jeunes frères qui arrivent et qui ont des compétences qui peuvent mettre ça au service donc de l'association. Donc c'est ce que j'ai fait avec le bureau de consensus que j'ai dirigé. On va peut-être rester un peu sur ça. Oui. C'est vrai que quand vous vouliez partir, tout le monde a dit que c'était l'élection du côté donc de Kombisiri, c'était donc l'élection de tous les dangers. Je pense que toute la presse de repas sportive, toute la société burkinabé dans son ensemble avait les yeux rivés sur Kombisiri. Et comme
avec une baguette magique, vous avez réussi à dégoupiller, parce qu'effectivement, il faut le dire, la tension était assez palpable par rapport à tout ce qu'il y avait autour donc, de cette... Et je ne dis pas de malheureusement, et heureusement, lors de l'élection, vous êtes venu, les gens disent mais est-ce qu'Alexis va venir? Vous êtes venu, vous avez juste pris la parole, vous avez pu calmer tout le monde. Le consensus qui n'était même pas envisageable, et que vous-même vous avez essayé, c'était même pas envisageable. Mais le jour où vous avez réussi, donc comment ça s'est passé? C'est la main de Dieu. Non, je crois que j'ai senti que, à un moment donné, lorsque j'ai pris la décision de quitter la GSE, je me suis dit que bon voilà, je vais coopter des gens, ils ne sont pas du bureau, mais ils vont venir travailler chaque année avec nous. J'ai coopté la SINA, j'ai coopté Damis, j'ai coopté JC d'abonnés, j'ai coopté Guigman. J'étais au nombre de 4 ou 5. Ils n'étaient pas membres du bureau. Mais je les ai amenés au sein du bureau, chaque fois qu'il y avait des manifestations, pour qu'on organise ensemble, pour qu'ils voient la réalité. Là, le glissement de ma sortie sera plus facile. Et la relève sera assurée, il n'y aura pas de problème. Donc c'est cette technique que j'ai trouvée d'abord pour intégrer des personnes étrangères, entre guillemets, à l'intérieur du groupe, pour que nous puissions travailler ensemble. À l'approche maintenant de ma sortie, il faut reconnaître que les velléités étaient là. Il y avait 4 candidatures. Il y avait la candidature de Lassina, la candidature de Jérôme, la candidature de Guigouman, de Boukari. C'est Boukari? Il est actuellement aux États-Unis. Voilà. Donc il y avait 4 candidatures. Et j'ai mis un peu mes raisons en branle. J'écoutais un peu de gauche à droite. J'ai compris que ça allait cracher. Parce que là, les gens étaient dans des positions des antagonismes qui étaient nés, ils étaient figés, les gens n'étaient pas flexibles, les gens étaient, je vous dis, je ne dirais pas carrés. Carré, c'est pas le mot qui convient. Voilà. Non, j'arrive. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai convoqué les candidats à 22h. Et échanger jusqu'à 1h du matin. Et au CAPES, ils étaient là devant moi. J'ai dit voilà, je sais que vous êtes tous candidats pour me succéder, ce qui est normal. Chacun veut apporter sa contribution à la vie de notre association. Chacun veut que l'association puisse grandir. Mais vous savez, si on ne fait pas attention, avec cette bagarre, avec les échos que j'ai, on va plutôt déchirer la structure. On va se disloquer parce que j'entendais même qu'il y a une petite association de la presse privée sportive qui était en gestation quelque part. Je me suis dit que j'ai suivi un peu la Côte d'Ivoire où il y a eu une dislocation, mais après ils étaient obligés de se regrouper. Ça n'a pas donné. Nous on a tenté aussi à un moment donné, il y a eu UPSB, AGSB, l'UPSB est obligé de revenir. J'ai vu que la dislocation, les plusieurs associations sportives dans un pays, ça donne pas grand chose. J'ai vu aussi en Guinée, il y a eu aussi cette phase-là qui s'est présentée à un moment donné de l'évolution de la vie sportive des journalistes là-bas. Donc je me suis dit, voilà, on ne peut pas continuer comme ça à vouloir scinder l'association en 2 ou en 3. Vous ne valez pas 200, 300. Vous pouvez rester dans une association, travailler ensemble. Voilà ce que je vais faire. J'ai dit, moi j'ai décidé. Je suis le grand frère, je suis le coron, je les ai dit. Moi je vais vous donner chacun un poste à l'intérieur du bureau. Et on va aller à commissariat pour un consensus. C'est là j'ai dit Jérôme, tu es le président. J'ai dit Damis, tu serais le secrétaire général. J'ai dit Guigouman, tu serais le vice-président. Et Boukari, je lui avais donné secrétaire à l'organisation, puisqu'à un temps il était parti aux États-Unis. Et maintenant j'ai essayé avec bien sûr les partisans des uns et des autres. Ils m'ont donné un peu les noms que j'ai placés au sein du bureau. Et j'étais obligé exceptionnellement d'élargir le bureau, permettre à tout un chacun d'avoir aussi un de ses membres à l'intérieur du bureau pour que les 4 groupes là se retrouvent à l'intérieur donc, du bureau. Donc à 1h du matin, je pense que j'ai eu le consensus. Ils étaient tous d'accord. Ils ont accepté le bureau que j'ai proposé. Mais les autres membres n'étaient pas au courant. Donc quand on partait à commissariat, pour eux c'était pour aller faire une élection en bonne et due forme. Mais moi je savais déjà que quelque chose s'est manigancé dans la nuit et que c'était donc cette proposition que j'allais sortir sur la table. Et lorsque j'ai pris la parole, j'ai campé et j'ai sorti le bureau. J'ai pris les gens au cours. Donc, c'est peu de gens qui pouvaient contredire un peu la proposition parce que les têtes de poule étaient déjà d'accord avec la proposition. Donc, à ce niveau-là, c'est passé comme une lettre à la poste et on est revenu. On a mangé ensemble, tranquillement. Vous voyez, c'est comme
qui dirait quand on dure au pouvoir pour partir, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, mais oui, mais remplacer Alexis Konkobo aussi à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, c'était quoi? Alexis Konkobo, nous jeunes, même quand on sort, c'est Alexis Konkobo. Aujourd'hui, quand vous partez en Côte d'Ivoire, vous êtes reçu, on vous reçoit avec tous les honneurs. Et on dit non. C'est grâce à Alexis Konkobo. Quand vous arrivez, quand vous dites que vous êtes journaliste sportif, Alexis Konkobo, venez, on vous met ici, on vous fait ici, on vous êtes choyé, vous dites que c'est qui? Mais on ne vous connaît pas. Mais on dit non, mais c'est Alexis Konkobo. C'est qu'il a fait pour nous. Donc du coup, vous avez les mains liées. Vous partez au Gabon, on vous dit Alexis Konkobo. Quand vous arrivez à journaliste sportif, non, venez, non, mon petit, viens, assieds-toi, je te donne bien. Non, tu es où? Tu es ici? Non, je sais pas. Alexis Konkobo, quand on arrive, c'est lui qui s'occupe de nous. Mais finalement, tu vas au Cameroun, pareil. Finalement, tu as si tu te dis... C'est la RTI chez moi. Donc, quand vous arrivez à la RTI, vous prononcez mon nom, vous êtes soyez, vous êtes gâté comme on le dit. Tout à fait. Ça aussi, c'est... Donc, ça ouvrait les portes. À l'international, à l'extérieur, vous partez. Quand on dit les journalistes sportifs, c'était un peu ça. Et puis, quand c'est coincé, entre nous, journalistes sportifs, quand c'est chaud, c'est coincé. Moi, je convoque au bureau. J'étais déjà convoqué. Oui, on ne sait même pas qui lui dit. Il vous appelle, petit frère, venez ici. J'ai appris qu'il a appris ça. Et c'était vraiment le grand frère qui suivait tout le monde et qui, à un moment donné, pouvait t'appeler pour te donner des conseils. Dire, bon, j'ai vu ça, il faut mettre ça, il faut faire ça, je trouve que c'est bien, il faut ça. Ah oui, ça c'est pas bon, il faut faire ça. Et j'ai appris que vous deux, vous ne vous parlez pas, je trouve que c'est pas bon. Et il m'a même convoqué dans son bureau. Et moi, je ne savais pas que c'était pour un tel sujet. J'ai appris que ceci, cela, et tout. Donc, voilà un peu. Ça veut dire que de l'extérieur, vous dites que Alexis, c'est quand même quelqu'un qui est inaccessible. C'est quand même le grand frère, on va peut-être l'atteindre. Mais là, il était prêt à vous rendre service. Quand il y a une situation, quand vous venez, le grand frère dit non, mon petit, on gère ça. Donc finalement, c'est difficile de remplacer un homme comme ça. C'est assez difficile. Parce que tout le monde se reconnaît en lui. Voilà. Aujourd'hui, quand vous parlez avec les grands frères, ils vous disent non, Alexis, c'est quelqu'un. Vous partez en mission. Vous prenez les mêmes frères de mission, mais il se conduit en grand frère. Venez tous les petits frères, on sort ensemble et c'est moi qui gère. Donc finalement, non, tu te poses des questions. Donc voilà un peu. Alexis. Non, mais je suis fier de la nouvelle génération. Il faut reconnaître, c'est vrai que je suis un peu à l'écart, je regarde. Peut-être que je vais apporter ma contribution au niveau de la promotion du sport d'une autre manière. Je suis en train de réfléchir, mais je suis fier de la nouvelle génération pour la simple raison que j'ai l'impression qu'ils ont pris de l'assurance et où je les apprécie, les jeunes journalistes, c'est au niveau de leur capacité pour porter la critique. Parce qu'à notre temps, c'était pas évident. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est révolté pour critiquer. Je me souviens, je reviendrai un peu sur ça, je me souviens, lorsque j'étais à la radiodiffusion avec Gabriel Baroua et Victorien, le Nigeria devait se déplacer sur Ouagadougou, jouer contre les étalons. C'était le grand match de Nigeria où on a fait 1-1. Je me souviens le but de Abdoulaye Boakari et l'égalisation de Ekpo. Ekpo qui a égalisé pour le Nigeria. Il y avait Daniel Abokachi, il y avait la grande formation du Nigeria à l'époque. Donc on avait fait venir un Brésilien qui était venu avec le temps de Kilimité, paix à son âme, qui était ministre des Sports. Donc on devait jouer contre le Nigeria. Donc nous on s'est dit, il faut qu'on participe à la constitution de notre équipe nationale. On ne va pas imposer des joueurs, mais en tant que observateur, en tant que journaliste, on connaît au moins les joueurs qui peuvent jouer. À l'époque, il y avait un joueur qui s'appelait Kadeba Gilles, qui était grand, Jules Kadeba qui jouait au RCB, qui était vraiment une référence du football national. Et on se rend compte que à chaque fois il vient en sélection mais il ne joue pas. Mais contre le Nigeria, nous on s'est dit bon, on va aller contre un peu ce que le staff technique fait. On va essayer de proposer une équipe notre 11. Ça se fait partout. On n'a pas dit à l'entraîneur de prendre notre 11, mais c'est une proposition des journalistes. Donc c'est Victorien qui a fait le papier. On a fait le papier, on a balancé à la radiodiffusion. Et vers 14h, le directeur nous convoque. Et Baroua, Victorien et moi, on arrive, et qu'il y a une plainte qui est arrivée de la Fédération burkinabé de football. C'était le regretté Tchentarboum qui a écrit au ministère que comme quoi nous on utilise les organes de l'État pour s'aimer la zizanie au sein des étalons, etc., etc. Et ce que nous on a fait là, entre les lignes, il a demandé de nous licencier. Donc la note est arrivée, on nous a convoqués, mais je ne peux pas oublier, j'avais un rédacteur en chef Théieux,
Amababa, qui a été ministre en temps, qui était là. Baba Ama, le directeur était là, Baba Ama, donc le directeur a exposé le problème. Notre directeur en chef dit mais ça c'est pas un problème, que partout dans le monde les journalistes donnent les équipes probables, que ça c'est le béaba du journalisme. Donc quand il a pris la parole, il a parlé, le directeur ne pouvait plus parler. C'est comme ça qu'on a été sauvés. Donc on a eu un directeur en chef qui nous a défendu et nous sommes sortis, et naturellement il n'avait pas le choix parce que ce qu'on avait donné comme équipe probable était vraiment l'équipe probable qui devait jouer, et le soir à l'heure du match, c'était cette équipe. On a fait 1-1 avec le Nigeria. Vous dites que la critique, elle continue. Oui, elle continue. Voilà, non. Mais c'est pas simple. Hein. Claude témoignera. Oui. Peut-être avec vous, en son temps, c'est quelqu'un de la Fédé qui est venu du ministère. Mais aujourd'hui, c'est quelquefois des joueurs qui refusent de parler à des journalistes. Tout à fait. Même refusent de donner des interviews. Celui-là, moi, je ne lui parle pas. Je ne parle pas à son micro. Oui. Ça veut dire que quelquefois, dans votre domaine aussi, ça devient compliqué. C'est que la critique qui est apportée, c'est sur quelqu'un. Mais j'ai une critique aussi. Je vous laisse terminer. J'ai une critique. C'est vrai que la critique est là, mais je déplore un peu aussi certaines attitudes de certains journalistes sportifs, il faut le dire, qui sont un peu inféodés aux structures, qui ont des relations amicalistes avec des dirigeants, et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en difficulté par rapport à ces dirigeants-là. Ils ne peuvent pas leur dire la vérité, ils ne peuvent pas faire le travail convenablement, parce qu'ils leur doivent quelque chose. Donc ces journalistes existent aussi dans notre milieu. Donc il y a des gens qui arrivent à se détacher. Moi, je ne dis pas à un journaliste ne pas avoir une relation privilégiée avec un président de la Fédé. C'est normal si tu n'as pas de relation avec un président. Comment peux-tu faire le travail convenablement, puisqu'à un moment donné, tu auras besoin de lui pour un certain nombre d'informations. Mais pas pour autant qu'il faut le suivre aveuglément. Tout ce qu'il fait, tu corrobores et tu défends ça partout où tu passes. Si c'est encore sur les réseaux sociaux, encore je peux accepter, mais sur des organes sérieux, tu arrives et effectivement, on sent que ton point de vue est dirigé. On sent que tu as été, je ne dirais pas acheté, mais on sent que tu n'es pas toi-même, tu n'es pas dans la réalité de ton métier, parce que tu es guidé par le gain facile, par l'amicalisme, par un certain nombre de dollars. Ça aussi, ça existe, mais tout le monde ne le fait pas. Il y a des journalistes qui ont des relations privilégiées et qui font leur travail convenablement. Mais aujourd'hui, je dis, et je le répète, parce que j'ai suivi un peu la critique autour du stade du Katoun. Tous les journalistes ont tiré à boulet rouge. Ils ont tiré, ils en ont parlé. Aujourd'hui, ils sont fatigués d'en parler parce qu'ils ont tiré là. Ils ont tout dit. Malgré ça, ça ne bouge pas. Je ne sais pas maintenant s'il faut amener les gens en prison parce qu'ils ont fait leur travail. Voilà, partout, l'histoire du stade du Katoun a été décriée par les journalistes. Ils ont dit pourquoi ça ne va pas, etc. C'est pas normal, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça rentre là et ça sort là, puisque aujourd'hui, nous n'avons pas toujours notre stade du Katoun opérationnel. D'accord. Peut-être on va revenir sur la Super Coupe qui va se jouer à Bobo-Dioulasso. Comme ironie du sort, c'est l'étoile finale de Ouagadougou qui est encore là. Cette fois-ci, c'est pas contre. Je crois que la première c'était la SFB, non? La FFB. Voilà, la SFB face à l'étoile finale de Ouagadougou. Mais la SFB va gagner à 0. Et cette fois-ci, l'étoile finale de Ouagadougou revient comme pour rappeler en tout cas l'histoire, mais face à l'AS Douane. Vous déjà, comment vous appréhendez ça et comment vous voyez un peu c'est encore à Bobo-Dioulasso? Non, si je me fie un peu au déroulement du championnat, je pense que c'est une belle affiche qui s'annonce. Voilà, l'étoile a eu des difficultés en début de championnat, mais vers la fin, vous avez vu comment l'étoile a rebondi et a même remporté la Coupe du Faso. Aujourd'hui, l'étoile a une équipe superbe. Avec les 3 dernières prestations, je pense que l'étoile a atteint un niveau acceptable. Quant à l'AS Douane, il n'y a rien à dire. C'était la meilleure équipe de la saison. Donc je pense que c'est une belle affiche qui profite à l'horizon et qui mérite d'être vue. Et encore répartie à Bobo-Dioulasso, c'est redire une fois de plus que Bobo-Dioulasso reste le berceau du football burkinabé. Moi je le dis, même si c'est vrai que les joueurs sont en train de venir vers Ouagadougou parce qu'il y a beaucoup plus de moyens, mais si on fait l'histoire de notre football, c'est Bobo-Dioulasso qui nous a donné les grands joueurs dans ce pays-là. Quand vous prenez les Abled Compaoré, vous prenez les Banadi Laurent, les Alphonse Bado, les Sanou Dominique, les Ouattara, Joseph, les grands joueurs de ce pays-là sont venus de Bobo-Dioulasso, avec bien sûr l'organisation qu'avait mis en place à l'époque le feu Noaga Ouedraogo, le papa de Rahim, la commission jeune, qui avait fait en sorte que les jeunes de Bobo-Dioulasso se rencontraient dans un tournoi, un cadre d'expression. Tout ça, ça a donné de très très grands footballeurs à la ville de Bobo-Dioulasso. Et aujourd'hui, je reste
reste convaincu que Bobo Dioulasso reste toujours la pépinière du football burkinabé, avec des joueurs comme Mamadou Zongo, des Bourema Zongo, ils sont nombreux, on ne peut pas citer les Pélés Rouges, ils sont nombreux. Quand vous prenez les clubs, on peut pas finir de citer. Parce que j'étais jeune élève, mais j'ai vu ces gens-là jouer au Sarobi, j'ai vu les Banani Laurent jouer, j'ai vu les Aïrois jouer, j'ai vu les Daourou jouer, j'ai vu les Comporé jouer, j'ai vu le match Afia contre Silure de Bobo Dioulasso, 0-0, 5 pénaltys ratés du côté de Silure et un pénalty marqué du côté du Afia. Le grand Afia avec Papa Camara, Morsila, ils étaient tous là ce jour-là. Et j'ai vu ce match-là. C'était à ce moment-là, quand vous voyez les Silure jouer, quand vous voyez le Kadiogo jouer, je ne sais pas pourquoi à l'époque on n'a pas remporté une Coupe d'Afrique des Nations, ou bien une Coupe d'Afrique des clubs champions à l'époque, ou bien la Coupe de la Confédération des vainqueurs de Coupe. On aurait pu, mais je pense que l'organisation, l'accent n'a pas été beaucoup mis sur le football. Et quand je me rappelle que Sab me disait qu'un jour le Premier ministre était à l'aéroport et il s'apprêtait à aller en Algérie, il est venu leur dire: vous partez en Algérie, les enfants, bonne chance. Et il a levé 10 000 francs, leur donner de boire du coca, boire du Fanta, le Premier ministre du Burkina. Pour dire qu'à l'époque, le football n'était pas le dada vraiment des autorités de notre pays. Donc, sinon, on a eu de très très grands joueurs. Et je me souviens, un journal avait écrit Petit Compaoré, une nouvelle étoile pour l'Afrique. Wow. Voilà, c'était ils ont battu l'Africa Sport National à Bobodi à 1. J'y étais avec les Aïrois. Le Kobina Kouma était là, les grands joueurs de l'Africa Sport. J'étais là, j'étais très jeune à l'époque, j'étais pas reporter, mais j'ai vu tous ces matchs-là. Ça veut dire que l'histoire du football, quand même, de notre pays, on sent que vraiment ça est en train d'évoluer. Maintenant, il faut qu'on mette l'accent sur l'administratif. Parce qu'il y a un problème, l'administratif du sport, c'est très important, et qu'on mette encore l'accent sur le fait que le football, le sport ne se pratique plus dans les rues. Maintenant, il faut des cadres appropriés. Maintenant, il faut l'apprendre dans des cadres appropriés. Voilà. Maintenant, les grands joueurs qui sont sortis des rues, comme les Sapolépiques, les Golbert Kaboré, c'est fini ça. Aujourd'hui, les vrais joueurs sortent des écoles, sortent des cadres comme Salitas, sortent des cadres comme Majestic. Voilà. Donc, j'appelle l'étoile filante, et RCK, etc., à emboîter le pas de Salitas et autres. Parce que s'ils restent dans le système associatif dans les quartiers, c'est sûr qu'ils ne vont pas évoluer. Ils risquent de repartir en deuxième division. D'accord. Vous avez touché du doigt, donc, le problème du football burkinabé dans son aspect organisation, mais aujourd'hui c'est vrai, un peu de recul quand vous regardez l'actualité du football burkinabé aujourd'hui, c'est vrai, on a vu tout récemment, voilà, avec cette question donc au niveau de l'élection aux membres du comité exécutif de la CAF, on a vu le président de la Fédération burkinabé de football qui était candidat et qui s'est retiré, et alors que on savait qu'il y avait déjà un burkinabé qui était Sita Sangaré, qui était donc élu il y a 4 ans comme membre exécutif de la CAF, du comité exécutif de la CAF. Cette année, il n'a pas pu défendre donc son poste. Il a été remplacé par le président de la Fédération qui s'est retiré en dernier ressort. Quand vous voyez tout ça, ça vous fait penser à quoi? C'est triste. Moi, je trouve que c'est extrêmement triste, et c'est dommage pour le pays, c'est dommage pour le football burkinabé. Parce que là, je pense que l'intérêt national n'a pas pris le dessus sur les égos des uns et des autres. Ici, on aurait pu penser au pays. Parce que ça me rappelle un peu 2 cas qui se sont déroulés il y a quelques années de cela. Je savais, là, quand je suis arrivé dans ce métier, j'ai tendu l'oreille, j'ai écouté. On m'avait dit que l'ancien président de la Fédération burkinabé de football, feu Tapsoba Bobo Adrien, qui était à la CAF à l'époque, qui a même attrapé la main de Ayatou, l'a mené à la CAF, était un homme fort de la CAF, à côté de Tessema. Et Tapsoba Bobo Adrien était consulté. Quand on parlait des hommes forts à la CAF, on ne pouvait pas ne pas citer le nom de Tapsoba Bobo Adrien. Il y a eu une incompréhension, encore un problème d'ego. Le ministre des Sports à l'époque, Feu Tientarboum, l'a fait enlever de la Fédération burkinabé de football. Donc il ne pouvait plus avoir sa place au niveau de la CAF. Et pendant ce temps, cette même année, Tessema, le président, est décédé et Ayatou est devenu le président de la fédération. Il a terminé le mandat. Donc, vous voyez, si Bobo Adrien était resté à la CAF, il aurait pu être le président
de la Confédération africaine de football à l'époque, puisque c'est son poulet qui est devenu le président. C'est lui qui a mené Issa Hayatou. Et je me souviens quand Issa Hayatou venait ici avant la Coupe d'Afrique des Nations, il partait sur Bobo Adrien à Kolonaba, aller lui dire bonjour. Il a même emmené Bobo Adrien en Algérie pour qu'il reçoive des soins au niveau de ses yeux. Ça veut dire que Hayatou doit beaucoup à feu Bobo Tapsoba Adrien. Mais grâce à nos incompréhensions, à nos orgueils, bon, vraiment, je n'ai pas envie d'utiliser des mots très forts. On n'a pas été compréhensif et on a perdu le poste de président de la Confédération africaine de football. Je me souviens encore en 2002, c'était au Mali. Tout à fait. Deux candidatures. Il y avait la candidature de Honoré Nabéré Traoré et la candidature de Souley Mohamed. On était obligé de mettre les deux candidatures de côté. C'était pour le COMEX. Voilà, et c'est un Tanzanien, un Ouganda qui est passé à notre place. Donc voilà encore que la troisième fois, on répète les mêmes erreurs. Et on perd une place au niveau de la Confédération africaine de football. C'est vraiment dommage, il faut qu'on regarde ça. Moi je pense que nos querelles interne ne doit pas rejaillir sur le plan international. Sur le plan international, c'est l'intérêt de la nation qui doit primer. Mais est-ce que vous pensez que c'est assez important un poste comme ça au niveau de la CAF? Absolument. Si vous avez quelqu'un au niveau de la CAF, vous avez la possibilité d'avoir des projets pour votre pays. Et regarde aujourd'hui, le terrain du Comet a été financé par la CAF. Je veux dire, le terrain synthétique, même le siège de comment dire, la FEDE, c'est même pas le siège de la FEDE, c'est la direction technique nationale a été financée par la CAF. Je pense que le terrain de l'EFO a été éclairé par la CAF. Et même Gianni Fatino était là. Ouais, Gianni Fatino était là. Et le terrain aussi, je pense que le gazon aussi du stade municipal, Issoufou Konembo. Tout à fait. Voilà, le terrain de Zignaré, c'est la FIFA. Ça, c'est la FIFA. Tout à fait. Donc quand vous êtes dans les structures internationales, vous avez la possibilité de bénéficier d'un certain nombre de projets pour votre pays. Donc, au-delà de l'avantage que l'individu gagne sur le plan financier, il faut oublier cela et voir l'intérêt pour la nation. Et je pense que c'est ça qui a manqué au niveau donc de ce cas précis. Et je déplore vraiment la situation, le fait qu'on a perdu une place à la CAF, alors que aujourd'hui j'étais convaincu que si le dossier de Sita était arrivé à bon port, c'est sûr qu'avec l'expérience qu'il a, il allait encore de nouveau réintégrer le comité exécutif donc de la Confédération africaine de football. Il faut rappeler également aussi que le président de la Fédération algérienne de football, Djaïd Zefizev, a démissionné parce qu'il était candidat pour briguer évidemment un poste au COMEX. Il a été battu par le Libyen. Donc du côté de l'Algérie, on n'a pas du tout pardonné ça. Et il a dû démissionner aujourd'hui alors qu'il a été élu il y a seulement qu'un an. On dit également aussi que les enjeux également aussi c'est ça au niveau donc de ces places au niveau du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Les grands pays essaient donc d'avoir des gens là-bas. Les grandes nations de football en tout cas essaient donc de positionner des gens là-bas alors que nous on avait cette possibilité là. On y était déjà. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de rester, on a préféré se faire harakiri par rapport voilà, on a préféré se régler les comptes et puis bon, évidemment ça c'est vraiment dommage pour le football burkinabé. Voilà, il a dit c'est dommage et ça rappelle, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire par exemple, quand vous regardez ça, la lecture de cela, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de sérénité, non pas de sérénité, je ne vais pas dire le mot mais malaise, pas de malaise ou malédiction sur le football burkinabé. Vous avez cité plusieurs exemples. Voilà, parce que même Sita Sangaré aurait pu peut-être à un moment donné être vice-président de la Confédération africaine de football. Absolument. Parce qu'on a vu l'altermoiement qu'il y a eu après le départ de Ahmad Ahmad. Si Sita Sangaré avait été en ce moment élu président de la fédération, peut-être que quelque part aussi il aurait pu avoir ce poste-là comme le vice-président comme chose. Est-ce qu'on a l'impression que le Burkina est rattrapé par ces vieux démons? Non, moi je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné dans ce pays-là. Il faut que, même s'il y a des états généraux du football, on organise et puis on se parle les yeux dans les yeux, comme on aime le dire, pour que chacun sache que c'est l'intérêt de la nation qui prime avant l'intérêt individuel. L'intérêt individuel, oui, mais l'intérêt de la nation est au-delà, est au-dessus de tout. Donc il faut qu'on se parle, il faut qu'on trouve les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, il faut qu'on travaille à ce qu'on réorganise notre football de telle sorte que vraiment l'administration du sport soit vraiment au cœur de notre préoccupation. Parce que c'est ça. L'administration du sport, là, ce n'est pas un truc
qui tombe du ciel comme ça. N'importe qui ne peut pas se lever comme ça, dire que moi je vais administrer le sport, je vais devenir secrétaire général d'un club, je vais devenir secrétaire général de la Fédé, je vais devenir président de la Fédé. Non, c'est pas parce que tu vas au terrain assister à l'entraînement d'un club que tu vas venir pensant que tu peux diriger un club. Non. Mais c'est le management maintenant pour diriger un club. Sur ce chapitre-là, qu'est-ce qui est possible à un certain niveau? Parce que quand on parle de Cassita, c'est des amitiés d'hier, bizarrement, qui ont tourné un peu mal quand vous regardez. Oui, mais il n'y a personne qui à un moment donné qui dit bon, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous êtes des amis, hein? Vous avez brigué la fédération ensemble, arrêtez. Bon, peut-être que c'est ça qui a manqué au sein des autres. Mais c'est Nosbe qui a tenté la médiation. Mais elle a réussi puisqu'on a ramené les anciens membres de mais c'est que la médiation qu'on avait exclu. La médiation, c'est un petit niveau. Au niveau c'est-à-dire entre les deux ténors, ou en tout cas les deux têtes qui s'affrontaient réellement. Voilà. Non, il faut qu'on évolue. Il faut qu'on accepte d'évoluer au niveau des dirigeants. Voilà, vraiment ce n'est pas venir à la tête de la Fédé faire la bagarre, c'est pour apporter une contribution significative à l'avancée de notre football à travers un carnet de relations étoffé à travers des outils de management au niveau de la gestion, parce qu'aujourd'hui il faut mettre du management dans la gestion de notre football. Rien ne doit être au hasard. Là je salue Raimo, je salue Yak, je salue Amado avec Majestic, je salue ceux qui sont dans la formation, je salue Guissou avec le Real du Faso. Ça, ce sont des choses bien organisées. Aujourd'hui les Yak arrivent à avoir 1 milliard dans les transferts, les Amado. Est-ce qu'on peut avoir un problème de salaire de joueurs? Les Forts ont un problème de salaire de joueurs, l'ASFA a un problème de salaire de joueurs, RCB a un problème de salaire de joueurs. Les clubs, les anciens clubs, ils ont un problème de salaire de joueurs. Les modèles sont dépassés. Ils sont dans le modèle associatif. Les autres sont dans des structures. C'est fini. Aujourd'hui, même si Yak n'est pas à la tête de Salilas, celui qui va venir, les béabas sont là. Il a tissé. Et tu t'appuies sur ça, les outils management sont là et puis tu gères. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour les autres, puisque les vieux de Dapoe vont dire c'est notre club. C'est nous qui avons créé. Donc, on fait ce qu'on veut avec. Oh, c'est pas ça. C'est le temps, mais je voulais quand même qu'on parle un peu donc, des étalons du Burkina Faso. On a vu au niveau donc, de la Confédération, au niveau donc, du tirage au sort, on a vu le Burkina Faso. À un moment donné, c'est vrai que les journalistes avaient attiré l'attention sur le fait qu'on ne devait pas perdre le match contre le Cap-Vert parce que ça aurait pu avoir des conséquences. Donc on dit non, on est qualifié, il faut accepter cela. On a vu la conséquence, elle est tombée nette. Le Burkina n'était pas dans le premier chapeau. Il s'est retrouvé dans le deuxième chapeau. Mais au-delà de tout, quelle analyse vous faites donc non seulement du tirage, mais également aussi de l'évolution des étalons? Il faut qu'on ait le courage de le dire. Moi, je le cache pas. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations, notre équipe nationale a baissé au niveau de son rendement. Donc vous voulez dire depuis l'arrivée de Velu? Non, moi je parle de l'équipe nationale. Voilà, on ne va pas personnifier. Moi je parle de l'équipe nationale. Depuis que l'équipe nationale est revenue de Yaoundé, elle a baissé au niveau de sa prestation d'ensemble. Et j'ai remarqué également que c'est vrai qu'à un moment donné, il est blessé, mais un tâtonnement au niveau du choix même des joueurs. Tant qu'on ne va pas quitter c'est cette réalité-là, on risque de tomber complètement dans l'abîme. Le choix des joueurs, ça comme au sélectionneur. Oui, c'est ça. Moi, je lui donne le droit de choisir qui il veut. Moi, je ne rentre jamais. Je n'ai pas l'entraîneur n'avait pas le droit de sélectionner un tel joueur. Non, moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. C'est l'entraîneur qui sait ce qu'il veut sur le terrain. On est un entraîneur. Voilà. Non, moi, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire, mais je constate que le rendement n'est pas bon. Je constate, comme les joueurs l'ont dit à Modeste Ouedraogo, il n'y a pas de vivacité. Il n'y a plus au niveau des entraînements, on ne sent pas vraiment la rigueur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'adrénaline au niveau de l'entraînement. On sent que c'est mou, comme il a dit. C'est pas moi qui le dis, c'est un confrère qui a échangé avec les joueurs, qui a relaté ça sur sa page Facebook. Donc quelque part, je pense que l'équipe a baissé.
les choix des joueurs posent problème. Et même si c'est vrai que par moment, il y a eu des blessés qui ont handicapé. Par exemple, comme le dernier match, l'autre était suspendu, il s'est été suspendu. L'autre était blessé. Les deux latéraux n'étaient pas là, on était oubliés. Mais il y avait des latéraux de métier qu'on n'a pas utilisés. On a voulu mettre des joueurs du milieu de terrain comme latéral, ça n'a pas donné. Les dégagements, c'était au niveau de l'axe, donc ça a occasionné des buts. Donc ça veut dire que le choix des joueurs pose problème. Donc il faut revoir tout ça. Et il faut mettre de l'intensité. Et il faut que vraiment l'entraîneur adjoint, même si c'est vrai, c'est pas lui l'entraîneur titulaire. Comme lui le Burkinabé. Voilà, comme lui le Burkinabé, que lui il élève le niveau. Qu'il puisse vraiment s'imposer et donner son point de vue, dire ce qu'il pense et vraiment apporter sa contribution parce que lui il connaît l'équipe. Firmin Sanou connaît l'équipe. Lui il sait. Parce qu'on va la canne. Les gens sont là, on va rapporter la canne. On n'emporte pas la canne avec la bouche. Il faut regarder comment l'équipe évolue. Est-ce que l'évolution de l'équipe est promoteuse? C'est à partir de là qu'on peut tirer des conclusions. Mais aujourd'hui, nous avons une équipe qui baisse. Vous parlez de l'assistant. Pourquoi ne pas proposer qu'on donne l'entraîneur, l'équipe à quelqu'un qui la connaît? Si c'est pas ça le problème. Bon, vous savez, il y a des contrats qu'on signe des fois tu te poses la question, est-ce que c'est vrai? Parce que ce contrat-là, moi j'ai eu des bribes d'informations. Le contrat de Vélude. Ok. Voilà, moi je pas le conditionnel. Okay. Voilà, je voudrais faut pas qu'on va m'amener devant un tribunal. Je pas le conditionnel. Et donc j'aurais appris qu'il a accepté les mêmes conditions de Kamou Malo. Mais s'il arrive en finale de la Coupe d'Afrique à Abidjan, et il aura la bagatelle de 350 millions. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas le conditionnel, je dis bien, je parle. Donc ça veut dire que sur les primes de qualification et les primes de rendement, c'est élevé. Bon, je n'ai pas eu une idée sur les primes, mais je sais que s'il arrive en finale, il aura la bagatelle de 350 millions. Voilà, c'est tout ce que je sais. En tout cas, j'aurais appris. Voilà, je n'ai pas le conditionnel, je dis. Bon, bref, on a encore 6 mois pour revoir tout ça, pour mettre de l'ordre. Voilà, pour aussi parler à l'entraîneur, pour dire à l'entraîneur ce que nous pensons, qu'est-ce qu'on a remarqué, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il va, où il doit avoir des retouches. Il faut que aussi les dirigeants aient le courage de le dire. Il y a une direction technique nationale qui est là, qui est en réalité au-dessus de l'entraîneur, la direction technique nationale. Elle a suivi l'équipe depuis un bout de temps, elle connaît la valeur intrinsèque de l'équipe, les points forts et les points faibles. C'est à elle de faire les vrais remarques. Maintenant, vous ne croyez pas ça sera la dernière question avec le Roba. Peut-être je vous répondrai après les matchs de septembre. Je pourrais vous dire si c'est la possibilité de remporter la CAN est là. Qu'après les matchs de septembre. Qualification à la Coupe du Monde, c'est possible? D'abord, il faut qu'on ait un terrain pour accueillir nos matchs. Si on a un terrain pour accueillir nos matchs, au moins on est sûr qu'on va gagner nos matchs à domicile. Même l'Égypte ne pourra pas nous battre ici. Voilà. Mais sinon, on va aller jouer à l'extérieur. C'est pas évident. C'est pas évident. D'accord, on aura compris. Alexis Konkobo, président d'honneur de la JSB, avec toute la franchise qu'on lui connaît. Absolument. Merci. Merci en tout cas d'être passé. On s'est régalé parce qu'on a pris beaucoup de temps pour bien discuter avec le président. Je pense que. Alors, je donne rendez-vous à Bobo de la Sope. Absolument pour la Super Coupe. C'est le 5 août, il faut le dire, du côté de Bobo de la Sope. L'affiche AS Douane, champion du Burkina face donc à l'État finland de Ouagadougou, vainqueur de la Coupe du Faso. Ça sera donc sous, je crois, le haut patronage du chef de l'État, donc le président Ibrahim Traoré. Donc voilà, donc tout le monde est invité. Je pense qu'on va faire la fête à vous. Et on reviendra d'équiper tout ça ici. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Merci Lomba. C'est ainsi que prend fin le JDS, journal dimanche soir, que j'ai pris plaisir à partager avec vous. On se dit au revoir en espérant se retrouver dimanche prochain et d'ici là, portons-nous bien.